Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je suis Léo, médecin en fin de formation, et chaque semaine, je vous accompagne pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps et de votre santé. Ensemble, nous découvrirons des conseils pratiques basés sur la science, des avancées fascinantes issues des dernières études et les expertises d'invités inspirants. Vous méritez une santé optimale et un bien-être durable. Ici, on transforme la théorie en action concrète. J'espère que vous êtes prêts à atteindre la santé que vous méritez. On est parti pour l'épisode du jour. Rudy Koya, bonjour. Salut Léo. Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je vais te demander de te présenter pour t'introduire avant qu'on aborde le sujet du jour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis notamment connu pour être le cofondateur du site superphysique.org à destination des pratiquants de musculation sans dopage, que j'ai co-créé donc en septembre 2009 et avec lequel j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos sans doute depuis 2007 et fait des milliers de podcasts aussi sans doute depuis 2010. Et donc je partage ma passion de la musculation sans dopage, donc naturel, aussi bien sur l'entraînement que l'alimentation, les compléments, et ce qui a donné lieu à plein de différents projets sur lesquels je ne vais pas m'étaler parce que sinon ça va être un peu long. Mais ceux qui s'intéressent, il y a principalement deux sites à aller voir, c'est donc superphysique.org et c'est mon site personnel rudykoya.com sur lequel j'ai été le tout premier à proposer du coaching à distance depuis 2006, ce que je fais toujours aujourd'hui. Ok, génial. C'était vraiment l'ancien de la musculation en France pour le coup. Ouais, il y avait pas grand monde. Il y avait pas grand monde à l'époque et c'était les forums internet, donc c'était autre chose aussi. Il y avait beaucoup plus de régulation que maintenant avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est un peu le souci maintenant des réseaux sociaux, c'est qu'au final on finit avec tout un tas d'informations dans tous les sens. Ce qui marche très bien, c'est ce qui choque et ce qui est pas forcément prouvé, mais ce qui peut orienter et polariser le débat. Exactement, tout ce qui est clivant et qui enlève toute nuance. Ça marche fort. Il faut que ce soit prouvé par la science. Ça, c'est important aussi. Même si tu n'as pas lu d'études, tu dis que c'est prouvé par la science. Ça marche bien. Ouais. Surtout que la plupart du temps, ce que je disais moi sur les derniers podcasts, tu peux faire à peu près dire n'importe quoi aux études. Il suffit que tu sélectionnes, tu trouveras des études qui te disent est-ce que vrai, la cigarette peut diminuer le risque de Parkinson et dire ouais, la cigarette c'est bien, faut fumer. Donc c'est un peu le gros problème. Aujourd'hui, moi je voulais aborder du coup le concept d'hypertrophie musculaire, ce qu'on retrouve vraiment sur la musculation. Et j'aimerais que tu donnes une petite définition de ce sujet-là justement. Qu'est-ce que l'hypertrophie quand on pratique ce sport? Ouais, y a plein de synonymes. Moi, j'ai tendance à vulgariser. Je dirais tout simplement, c'est de prendre du muscle. C'est vu comme le développement, si on rentre plus en détail, d'éléments contractiles et non contractiles de la cellule musculaire. Et donc, quand tu fais de la muscu, souvent, tu veux te transformer. Est-ce que tu fais de la muscu d'ailleurs, Léo? Ouais, j'en fais. Je vois que tu as un gros coup, donc tu vas faire En yo-yo, mais... ouais, un peu. Ça fait un gros coup. Mais ouais, tout simplement, c'est prendre du muscle. Et donc, c'est se transformer physiquement via un entraînement, et c'est ça qui est très différent de la plupart des sports, un entraînement vraiment orienté non pas vers la performance physique, jusqu'à la performance sportive, mais vers les apparences. Et on est en plein dedans avec les réseaux sociaux, mais c'est vraiment les apparences, même si effectivement, quand tu t'entraînes correctement, c'est quand même relié à une meilleure santé normalement. Ouais, de toute façon, le pourcentage de muscles dans le corps est associé. Alors, on retire de là tous les physiques dopés avec 5% de body fat et voilà, qui sont pour le coup pas des physiques de santé, mais ton pourcentage de muscles, encore plus quand tu vieillis, est associé à une diminution des risques de maladie et de survie un peu globale. Donc, Est-ce que toi, d'ailleurs, j'ai une question, est-ce que tu as vu, d'après les études que tu as pu voir, une limite, justement, en termes de masse musculaire? Et j'ai tendance à penser avec les années, étant plutôt lourd, mais t'as entraîné pendant longtemps, que quand tu fais par exemple 1m80, 85 kg de muscle, qu'un pratiquant naturel peut arriver au bout de quelques années d'entraînement, voire une petite décennie, pour les plus doués en tout cas, c'est pas si sain que ça, tu vois, dans le sens où ça fait un renouvellement cellulaire accentué, les charges que tu utilises forcément sont hyper importantes, j'ai l'impression que ça fatigue, tu vois, à terme quand tu vieillis, plutôt que ça prédispose à vieillir en meilleure santé. Est-ce que toi, tu as des chiffres là-dessus ou des trucs passés? des chiffres concrets, non. Ce que j'ai pu voir passer par contre, c'est que au final, ce qui permet de dire si c'est bon pour la santé ou pas, ça va pas être forcément la masse musculaire en tant que telle ou quoi que ce soit. Ça va être plutôt comment tu récupères. Est-ce que le fait que tu t'entraînes peut-être 7 fois par semaine et tu négliges ton sommeil, là oui, c'est sûr que ça va pas être bon pour ta santé. Tu as 5-6% de body fat et tu as des apports qui sont beaucoup trop faibles malgré ton poids et ta taille et tout ça. Ça, pour le coup, je pense que plus tu avances en âge, l'idée d'avoir une bonne récupération et d'avoir une bonne construction un peu globale et pas juste d'avoir du muscle rentre en jeu pour le long terme. Mais je pense que t'as pas de limite en tant que tel. C'est vraiment comment ça s'inscrit dans quelque chose d'un peu. Ouais, c'est plus individuel, ce que tu vas dire.
Ouais, complètement. Justement, quand on parle souvent d'hypertrophie ou de prendre du muscle, la première remarque qu'on a quand on commence la musculation, c'est oui, c'est de la gonflette. De toute façon, c'est juste grossir du muscle sans prendre de force. Est-ce que c'est vraiment de la gonflette ou est-ce que Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Quand tu fais un exercice et que tu mets le plus lourd possible, on prend par exemple les pratiquants de force athlétique, on appelle ça de la force athlétique, mais en fait, c'est une démonstration de force. C'est pas de la production de force. En ce sens, car il y a de la production, mais c'est une démonstration. En ce sens, tu vas orienter tout ton entraînement pour démontrer le plus de force. Donc, techniquement, tu vas optimiser tout ce que tu peux faire. Donc, si on prend le développé couché, je pense que tout le monde connaît le développé couché, et bah, tu vas chercher à augmenter ta mobilité thoracique, ta mobilité au niveau lombaire. Tu vas chercher à écarter les bras au maximum pour réduire la distance parcourue par la barre. Tu vas vraiment maximiser tous les points techniques pour soulever le plus lourd. En ce sens, c'est pour dire que ce que tu soulèves sous une barre, c'est pas forcément relié à la quantité de muscles que tu as, c'est plus déjà relié à les leviers, l'optimisation des leviers. En plus, on sait que la force, c'est également très nerveux. C'est difficilement mesurable, mais avec un pourcentage plus ou moins individuel en fonction de chaque muscle, en fonction de chaque région, de fibres rapides, de fibres lentes, donc de capacité à envoyer de l'influx nerveux de manière rapide, plus ou moins rapide, parce que c'est toujours quand même assez rapide. Ta capacité aussi à t'énerver, est-ce que tu es capable, est-ce que tu as plein de récepteurs, par exemple, adrénergiques, pour vraiment te mettre un coup de boost ou pas. La longueur de tes muscles va jouer aussi. Il y a plein de facteurs. La grosseur de tes os, pareil, sur la solidité, souvent, je trouve que c'est assez relié. Mais il y a plein de facteurs qui vont t'aider à démontrer de la force. Maintenant, quand tu t'entraînes pour prendre du muscle, ton but, c'est pas de rendre l'exercice facile, c'est de rendre l'exercice, ce qui caricature évidemment, difficile. Et c'est toujours difficile. Tu vas maximiser le travail musculaire. En ce sens, tu vas pas rechercher à optimiser tes leviers. Tu vas faire un développé couché, si je reprends l'exemple. Si tu es fait pour, on parle pas de longueur osseuse et musculaire, de levier, de morphoanatomie, mais tu vas pas prendre la prise la plus large possible. Tu vas pas cambrer le plus possible parce que tu veux quand même que ton coude descende par rapport à l'axe des épaules, à la ligne des épaules, pour aller quand même étirer les pecs. Alors que tu as tout intérêt en force athlétique à que ça ne se produise pas, pour rester dans une position vraiment de force. Donc en ce sens, l'entraînement pour prendre du muscle, c'est sûr qu'il est différent d'entraînement pour démontrer de la force. C'est deux philosophies différentes, et c'est pour ça que quand je vois moi, sur les forums super physiques, on a les derniers forums de musculation du web, et des fois il y a eu une mode à un moment, je ne sais pas si elle est toujours actuelle, mais c'était la mode du power building. Je veux démontrer de la force, en même temps je veux prendre du muscle. Mais c'est deux philosophies d'entraînement différentes parce que maximiser la force, c'est mettre beaucoup de fréquences d'entraînement, c'est pas faire trop d'exercices à côté. C'est ok, il y a du travail de musculation, de renforcement musculaire, mais qui n'est pas le travail d'hypertrophie où tu vas justement chercher à épuiser ton muscle. Alors que la force, c'est souvent des adaptations nerveuses. C'est de l'apprentissage moteur, comme dirait Schmitt avec son bouquin L'apprentissage moteur. C'est que ça, c'est t'apprends. Et pour apprendre, il faut répéter. Or, prendre du muscle, c'est plutôt pas choquer le muscle, mais essayer de toujours rester sensible à l'effort et donc pas mettre trop de fréquence, mais mettre des gros chocs de manière régulière. Et donc, c'est vrai, c'est vraiment différent. Après, ça n'empêche pas que la taille des muscles jusqu'à un certain point, et c'était bien expliqué dans le bouquin La Force, un petit bouquin aux éditions INSEP, un petit bouquin jaune qui était vraiment super, que j'ai derrière. Mais bon, je sais pas où il est, donc je vais pas je vais pas le chercher, mais il est derrière, et qui était très bien. Et justement, il montrait qu'au bout d'un moment, quand tu prenais trop de muscles, la transmission de force se faisait moins bien. Il y avait une sorte de déperdition. Mais jusqu'à un certain point, pour un individu en lui-même, plus de muscles, c'est plus de potentiel de force. Et d'ailleurs, naturellement, on voit bien que pour beaucoup d'individus, jusqu'à, on va dire, 80-85% de son potentiel, la prise de muscle passe par l'augmentation des performances en série moyenne sur des exercices qui sollicitent les muscles qu'ils souhaitent développer. Donc, oui, quand tu es musclé, en général, tu es plus fort que quand tu n'es pas musclé. Mais comme c'est assez individuel via le nombre de facteurs, c'est difficile de dire muscle égale force. Muscle égale force, en partie, mais pas complètement non plus. Je pense que muscle égale force, surtout au départ, hein. Au final, c'est assez flagrant, hein. Tes performances augmentent, tout ça, et plus tu crées de muscle, plus tu vas créer aussi un peu d'unité motrice et plus tu vas t'adapter. Mais c'est vrai que vouloir comparer absolument du powerlifting où les gars vont soulever des poids astronomiques sur un bench ou sur du soulevé de terre et quelqu'un qui s'entraîne 5 fois, qui fait des séries de 10, tout ça, c'est pas possible. L'objectif, Mais bien sûr, c'est pas du tout la même optimisation, c'est pas du tout les mêmes choses qui sont recrutées quand tu fais de la force athlétique. D'ailleurs, je parlais rapidement des éléments non contractiles, tu t'en fous des éléments non contractiles.
ça t'intéresse un peu aujourd'hui parce que les gars commencent à se mettre au cardio, voilà, se rendent compte que ils n'ont pas d'endurance musculaire. Et Et que ça c'est peut... quoi que tu appelles élément non contractile? En général, je schématise en disant que c'est tout ce qui est développement des capillaires, des mitochondries et ta capacité à stocker du glycogène. Tu vois, VS, les sarcomères, et après le tout qui tient dans le sarcoplasme. Mais souvent, ça, quand tu fais de la force, c'est pas à développer. Et tu peux voir des athlètes de force, s'ils font jamais de cardio, jamais de série longue, ils vont monter des escaliers, ils vont congestionner. Tu vois, où on a souvent eu l'exemple sur les forums de gars qui faisaient que des séries courtes, même en muscu, et ils se brossent les dents et puis ils ont l'épaule qui congestionne, tu vois. Où ils font la vaisselle et puis ils congestionnent, parce que tous les éléments non contractiles sont pas développés. Or, quand tu veux te développer au mieux, j'ai tendance à penser avec l'expérience que il faut porter attention aux différents éléments de la cellule musculaire pour essayer de tous les développer, même si effectivement, normalement, c'est les éléments contractiles qui prennent le plus de place. Ouais, c'est avoir une vision un peu globale. Mais c'est vrai que vouloir comparer le powerlifting du gars qui fait l'hypertrophie, c'est un peu comme vouloir comparer le sprinter au marathonien, quoi. Exactement, Les deux exactement. courent, pas mais la même l'objectif chose. c'est pas le même, quoi. Les deux courent vite. Le néophyte, le newbie dira peut-être il court pas vite le marathonien, mais bon. Il court tellement vite qu'on le suit pas bien longtemps. Et pareil, tu vois un type qui fait de la muscu, tu dis il est pas très fort. Ah, mais le mec il fait 150 au coucher quand même. Donc je caricature, mais c'est tu dis ouais, le mec c'est quand même balèze. Tu vois. Il y a personne qui devient très 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 musclé en faisant je sais pas, je vais donner des exemples, mais du développé couché en série de 10 à 80 kilos et puis des biceps à 10 kilos par bras et puis qui fait des séries de 6 aux tractions parce que c'est difficile. À moins que tu sois une fille, et là, dans ce cas, tu es hyper balèze. Mais si tu es un gars, tu seras pas très balèze. Enfin, tu auras un peu de masse musculaire, mais tu seras pas comme on peut voir sur Superphysique, par exemple. Et justement, ce mécanisme d'hypertrophie-là, au final, qu'est-ce qui fait qu'il est activé? Comment ça se fait que le muscle finit par grossir quand on le travaille? Mais c'est une super question parce que le modèle a pas mal été remis en cause. Je viens d'une génération où on nous parlait des micro-traumatismes musculaires et où on disait que, fallait détruire, entre guillemets, le muscle. Et puis, on se rend compte finalement qu'il y a plein de mécanismes différents. On va dire, je mets lourd. Je simplifie encore. Et puis, en fait, le fait d'étirer mes muscles avec des poids relativement lourds va créer un étirement. Et l'étirement est le plus traumatisant parce que tes muscles peut pas y avoir beaucoup de connexion entre l'actine et la myosine. Donc, tu as beaucoup de poids qui est supporté par peu de fibres. Et donc, ça crée des petites déchirures. On disait ça. Ensuite, il y a eu tout ce qui était mécanotransduction. Donc, du style, je congestionne à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, un truc qui est très connu par les mecs qui font de la muscu depuis un moment. Puis, tu as l'impression que ton muscle va exploser, tu vois. Et là, pareil, ça envoie des signaux chimiques pour dire, il faut que je me prépare à ça parce que ma cellule est hyper étirée. Donc, il y a eu ça. Et puis, maintenant, ce modèle un peu même dans le sport en général, de surcompensation est un peu remis en cause, dans le sens où il faudrait trouver la bonne intensité, le bon volume d'entraînement pour être capable, le lendemain, le surlendemain et les jours qui suivent, de pouvoir continuer à t'entraîner et à progresser, en fait, de surfer un peu sur une vague. Donc aujourd'hui, je te dirais que je suis pas plus avancé que quand j'avais 16 ans, qui était ma question déjà à l'époque, quand je ne savais pas quelle étude faire, et j'avais appelé Didier Reiss, qui est auteur de la Bible de la préparation physique avec Pascal Prévost, que je connais bien. Je lui ai dit, comment on fait pour comprendre l'hypertrophie? Quelle étude faut faire? Il m'a dit, faut faire ça, 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 mais c'est pas dit qu'on comprenne un jour, quoi. Et en fait, j'ai pas de réponse claire à donner. Je sais juste d'expérience, à force d'entraîner les gens, donc des milliers de personnes depuis 2006, et que je continue encore aujourd'hui, c'est que pour beaucoup, c'est quand même très relié à l'augmentation des perfs en série moyenne sur des exercices qui correspondent par rapport à la morpho-anatomie. Et qu'après, chaque individu, en plus, comme dans tous les sports, ou même dans l'alimentation, ou dans la prévention, comme on parlait, a une capacité à répondre à ce stress, qui est très différente en fonction des individus. Ou des individus vont faire, pareil, je sais pas, vont faire 5 séances par semaine et bien récupérer. Et puis d'autres, à 3 séances, ils vont être rincés, ils n'ont pas les capacités de récupération. Alors, il y a des antécédents sportifs qui jouent, mais il y a aussi ta capacité à répondre, qui m'a l'air, hypothèse, vraiment corrélée à dans quel état sont tes récepteurs, notamment aux androgènes. Il n'y a pas que qui jouent là-dedans. Combien t'en as? Est-ce que tu n'aromatises pas? Est-ce que tu n'androgénises pas? Parce que je vois que tes cheveux, t'androgénisent un peu. Et donc, ouais, je ne saurais pas te dire aujourd'hui. Je pense que personne n'a une explication complète sur le sujet, mais on voit les théories qui évoluent au fil des années et ça ne change pas drastiquement ce qui a toujours été fait. Là, ce week-end, j'ai un futur élève que j'aurai en CQP, parce que j'ai, en partenariat avec ABD Formation, j'organise mon propre CQP pour les futurs coachs. Et donc, j'ai un jeune, entre guillemets, futur élève qui est venu, et je lui fais lire des bouquins des années 80 de Jean Texier. Il me dit, mais il y avait déjà tout dedans. Je dis, ouais, il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Il me dit, les mecs, vous avez déjà du cardio, ils faisaient déjà des étirements, ils faisaient ça ci.
l'exercice en amplitude complète, et puis là, il faisait du partiel pour quand il était plus lourd. Je dis, ouais, il y avait déjà tout, et puis les séries longues, les séries courtes, tous les sujets étaient déjà là. Et en fait, il n'y a pas eu de grosse révolution en termes d'entraînement, même si sur les réseaux, on peut voir que certains disent révolution, on a vu qu'il fallait faire ça tous les jours, tous les. En attendant, à part des exceptions, la plupart des gars que j'ai vus balèzes naturellement s'entraînent tous de la même façon, quoi. Et ils ont tous un gros niveau de force, pour revenir à ce qu'on disait, par rapport à la plupart des gens, qui est différent en fonction de chacun de ses leviers, tout ça, et de ses muscles. Mais ils ont tous un gros niveau de force, ils ont tous un volume d'entraînement assez conséquent, qui va tourner autour de, je sais pas, entre 6 et 12, 15 séries par muscle par séance. Ils s'entraînent tous en split, avec une fréquence 1 à 2 fois par semaine, souvent plus proche d'une que de 2, parce que en fait, ils sont pas professionnels, ils s'entraînent après le boulot, tout ça. Et ils s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine. Et on arrive tous à peu près à ce compromis au bout d'un moment où ça a l'air de donner du muscle pour beaucoup, quoi. Mais sans savoir d'où ça vient. Exactement, quel est le mécanisme physiologique qui va expliquer, il y en a sans doute plein. Toi qui es en médecine, tu vois bien que tout est relié. Des fois, tu découvres un truc, tu dis putain, mais ça joue sur ça, sur ça, sur ça. Puis tu fais une liaison et puis tu dis oula, putain, je suis paumé. Et puis tu te fais un schéma. Puis en fait, tout influence tout, quoi. À la fin, tu te dis, c'est pas que le stress qui m'empêche de progresser. Ouais, complètement. Et puis je pense que c'est un peu comme tout. On discutait de ça avec Anthony, justement. C'est que je trouve que le message est de plus en plus simplifié pour expliquer les différents faits scientifiques qui sont responsables de la prise de muscle. Pour donner des solutions miracles, les solutions, on les connaît. Hein. C'est entraîne-toi, repose-toi, étire-toi et prends soin de ton corps dans son ensemble. Il y a un truc qui est, sur lequel je reviens beaucoup en ce moment, c'est que on a perdu cette connexion, tu sais, à soi-même. Et j'en parlais, tu vois, on parlait de podcast avec Nassim, et je lui disais, et on était assez d'accord là sur le sujet, c'est que j'ai toujours su quand je faisais une bonne séance. J'ai toujours su, tu sais, j'ai pas besoin qu'on me dise, tu fais 3, 4, 5 séries. En fait, je fais. Alors aujourd'hui, forcément, j'ai de l'expérience. Un débutant a besoin d'être guidé, un semi-débutant a besoin d'être guidé, mais pour gagner du temps. Mais au bout d'un moment, tu dois être capable de savoir, sentir quand une série de plus est productive ou pas. Et Jean Texier disait un bon truc là-dessus, sur l'hypertrophie. Il disait, si vous faites une série et que celle-ci n'accentue pas la congestion que vous avez, voire vous en fait perdre, si vous avez fait une série de trop. Et il dit toujours, mieux vaut en faire moins que trop. Et bon, je l'ai oublié pendant pas mal d'années, mais aujourd'hui, j'y reviens parce que j'ai beaucoup d'élèves en coaching à distance qui ont 35, 40, 45 et que je veux préserver et aider à mieux durer tout en se transformant physiquement. Mais il avait raison. En fait, il y a des choses que tu sens, mais comme aujourd'hui, il y a toute cette surinformation avec plein de techniques secrètes, il faut que ce soit rapide. La dernière fois, j'ai vu, je fais du kayak avec Belette et j'ai un petit mobilhome. Et bref, il y a un gars qui vient me voir, il me dit, ah, j'ai vu ce que tu fais sur Internet, tout ça, j'essaye de perdre du poids. Et il me dit, je stagne un peu, comment perdre du poids rapidement? Et je lui dis, j'écoute, je dis, déjà, voilà, c'est pas la bonne question. Je dis, c'est pas rapidement. Je dis, envoie-moi ce que tu fais, et puis on va regarder. Mais voilà, là, tu veux perdre encore combien? Il me dit 10. Je dis, voilà, je vois comment t'es, je pense qu'en 6 mois, ça peut se faire, mais ça va pas se faire demain, quoi. Bon, bref, j'ai pas eu son email. Mais il y a toujours ce truc d'être rapide et de te dire, parce que c'est la mode aussi des hacks. Tu veux des hacks, tu fais du growth hacking, tu fais des astuces, des types. J'ai plus du biohacking, voilà, du biohacking. Tu fais tout ça, alors que finalement, franchement, c'est pas. Moi, chaque fois que je lis un bouquin sur le sujet, c'est pas compliqué. C'est oui, couchez-vous tôt. Ah merci. Ah, vous mangez des fruits, des légumes de saison. Ah super, mais heureusement que tu me le dis. Faut s'entraîner un peu, mais pas trop. Heureusement que tu es là pour me le dire. Oui, le matin, faut prendre la lumière du jour. Ah heureusement que tu es là quand même. Si tu es fatigué, dors. Si tu as faim, mange. Et bouge entre deux. Ah voilà. Voilà le gros hacking, le biohacking, c'est ça, quoi. Ouais, complètement. Et je pense que je suis bien insisté là-dessus, c'est un gros problème des réseaux sociaux. Mais aussi, je pense que c'est une responsabilité un peu personnelle de chacun. Oui, on vous donne tout un tas d'informations. Après, c'est à vous d'essayer de démêler un peu le vrai du faux. Et il faut arrêter de chercher des solutions miracles. C'est pas parce qu'on comprend peut-être plus facilement les mécanismes qui se mettent en place. Puis moi, si on comprend un peu mieux les mécanismes de l'hypertrophie, ça changera pas forcément le fait que il faut s'entraîner plusieurs fois par semaine et bien se reposer. Faut pas tomber dans le truc de on complexifie un message, donc on trouve des petites solutions miracles. Et donc, derrière, j'irai plus vite que mon voisin qui, lui, a pas cette solution-là. Bien sûr. Il y a toujours ce truc de se comparer à son voisin. Et je le vois beaucoup sur l'entraînement des jeunes où je peux voir que ils veulent s'entraîner plus. Ça, c'est toujours plus. Mais pourquoi je ferais qu'une fois par semaine les pecs, par exemple? Alors je peux les faire 2 fois et progresser plus rapidement. Parce que le but, c'est que tu progresses sur le moyen et long terme. C'est pas que tu progresses sur 6 mois et qu'après tu es mal aux épaules ou que tu te déchires un muscle
que ce soit un rythme intenable. Le but, c'est que ce soit un rythme tenable, que tu puisses avoir une vie à côté, et que tu fasses pas que ça, et que dans 5 ou 10 ans, tu sois bien. Le but, c'est pas que tu sois bien demain. Le but, c'est que tu sois bien tout au long de ta vie. Et souvent, tu veux griller les étapes, tu te dis, bah, ça pourrait être plus rapide. Oui, ça peut être plus rapide, mais c'est pas le but, en fait. En plus, c'est pas comme ça que tu vas tenir. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles se disent, ah, en fait, on m'a souvent posé la question et je pense que tu as déjà entendu, mais quand tu vois un type qui est un peu musclé, tu dis, putain, mais tu dois t'entraîner vraiment des heures et des heures tous les jours. Pas vraiment, pas vraiment. C'est juste que, en fait, tu es régulier et tu fais attention à pas te blesser. Et puis le temps, si tu as le spirit à l'entraînement, la culture de l'effort, fait la différence à terme. C'est juste que c'est pas en 1 an ou 2, et c'est peut-être dur pour certains à entendre à chaque fois, mais que tu vas être champion. Bon, moi, je le vois sur les sports d'endurance que j'ai commencé un peu tardivement. Si tu fais un peu de vélo de course à pied, ah, tu vois bien que tu vois les champions qui courent 160 km par, par semaine. Puis toi, tu es là, ouais, quand tu cours 15 km par semaine, je sais pas, tu fais 3 fois 5 km au bout de quelques mois. Putain, mais c'est déjà balèze, quoi. Alors que si tu voulais faire 100 km direct, bah, de toute façon, tu peux même pas les tenir, quoi. Tu aurais mal partout, tu serais blessé. Mais on a cette tendance, en muscu en tout cas, à vouloir copier l'entraînement du gars qui est déjà balèze. Alors que tu as toutes les étapes d'avant que tu devrais suivre. L'apprentissage d'exercices techniquement, monter progressivement les poids, les répétitions, apprendre à utiliser tes muscles, tout ça. Et en fait, c'est plein d'étapes qu'on grille euh, et qui font que bah, en fait, tu n'arrives jamais au très bon niveau, quoi. Ouais, c'est les fameux entraînements de stars américaines. Exactement, C'est quand... exactement. C'est le sandwich à l'avocat. Il y avait un film sur le catch, là, à un moment, ils avaient fait un article et ils avaient dit, ouais, le secret de leur prise de muscle, c'est les sandwichs à l'avocat. Ah putain, qu'est-ce qu'on avait rigolé à la salle. On se dit, putain, mais ils me prennent vraiment pour des cons, quoi. Les types étaient archi dopés avec Zac Efron et puis je sais Ouais. plus qui. Ils se regardaient bien. Putain, mais un truc de fou, quoi. Les mecs, ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais bon, à chaque fois, c'est comme ça, hein. Il y a pas de transformation rapide, sauf si tu es très doué. Et dans ce cas-là, ça se fait très rapidement et jeune. Ou sinon, bah, c'est que tu es dopé. Sinon, ça se fait vraiment. Ou alors, tu fais des photos pourries, tu manipules un peu tes apparences. Mais sinon, ça se fait jamais rapidement. Et c'est comme toi, au final, je discutais dans un épisode avec une tabacologue où on parlait aussi du tabac et tu vois, les gens qui vont fumer pendant 30 ans une cigarette par jour, ben, ça va être beaucoup plus problématique pour leur corps que des gens qui vont fumer peut-être un paquet par jour pendant 5 ans et qui auront totalement arrêté après. Et au final, que ce soit pour des choses bonnes comme mauvaises pour ton corps, ben, ce qui compte, c'est la rigueur et la durée pendant laquelle tu le fais. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça montre que souvent, on entend la dose fait le poison. Mais en fait, la régularité fait le poison aussi, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, complètement. Je pense que voilà, faut sortir de. C'est pour ça que je voulais t'inviter sur le podcast parce que tu as ce discours-là de non, il n'y a pas de solution miracle. Entraînez-vous rigoureusement, faites pas n'importe quoi. Et si vous le faites suffisamment longtemps, bah, vous allez vous construire une base musculaire qui sera bonne pour votre santé et viable aussi au long terme. Après, il y a aussi cette idée reçue que, tu sais, c'est les réseaux sociaux, si tu veux, tu peux. Tu sais, il y a ce truc de. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent et comme ça fait longtemps que je suis là, je peux dire oui ou non pour travailler ensemble, pour faire un coaching. Et il y en a, des fois, ils m'écrivent, ils me disent oui, moi, je veux faire des compétitions de bodybuilding. Et je vois le gars, il a 25 ans, je vois ses insertions musculaires, je vois ses longueurs osseuses, je vois comment il s'est entraîné, je vois ses antécédents sportifs. Je vais remplir un long questionnaire. Et je sais que c'est déjà fini. Je sais qu'il n'y a aucune chance. Non, mais je sais qu'il n'y a aucune chance. Et le gars, en fait, parce qu'il voit sur les réseaux un tel qui a l'air, qui est super, il dit, ouais, bah, je vois, il fait pas des trucs de fou. Et puis, parce qu'on te montre pas ce qui est difficile. Un coup, j'avais filmé une série à l'entraînement où je forçais plus ou moins. Puis je montre à une personne, elle me dit, bah, tu peux pas mettre ça, tu fais des grimaces, tu forces et tout. Je dis, c'est pas très motivant, tu vois. Et moi, justement, c'est tout ce que je m'aspire à montrer, c'est la difficulté, justement. Parce qu'on a tendance à ne voir que le facile et à penser qu'on va devenir champion parce qu'on le veut. On se donne les moyens, et pas du tout. Pas du tout, c'est pas si simple que ça. Aussi bien dans le livre Facile d'Olivier Pourriol ou dans le dernier bouquin de Albert Moukaïber, Neuromania, avec lesquels je suis 100% d'accord sur le sujet, encore une fois, d'expérience, c'est pas si tu veux, tu peux. C'est si tu peux, tu veux. Et en fait, si tu dois devenir champion, en tout cas en muscu, c'est presque 100% inné. J'en parlais avec l'un des préparateurs physiques de Florent Manodou. J'ai enregistré il y a quelques jours avec lui et ça sortira fin décembre. Je lui dis, le haut niveau, c'est quoi? Il me dit, le haut niveau, c'est 100% inné. Et je lui dis, les blessures, est-ce que tu fais des trucs pour la prévention? Il me dit, les blessures, il me dit, je teste tous les ratios de force. Il dit, je vois des gens qui sont hyper équilibrés, qui sont blessés de partout. Il dit, je vois des gens qui ont des ratios dégueulasses. Il me dit, ils ont rien du tout. Ils ont les épaules en avant, tout, ils ont rien de rien. Les autres qui sont... Il me dit, tout ça, c'est 100% inné. Alors, il y a le travail. Et c'est ça qu'en muscu, c'est que, comme c'est les apparences et que ça se voit, tu vois, c'est pas comme un autre sport, la course à pied, où tu fais de la natation, tu fais du kayak, tout ça.
à moins que tu fasses une compète ou une séance, ça se voit pas. Là, la muscu, ça se voit tous les jours. Et donc, tu as tendance à vouloir te comparer quand tu es jeune, à dire, comme si je veux, je peux. En fait, c'est juste ça, alors que pas du tout. Et le fait de te comparer à autrui fait aussi que tu cherches à accélérer parce que tu comprends pas que un tel progresse plus vite et que toi, tu progresses beaucoup moins vite. Dans le sens où, pour répondre à la question, tout le monde ne va pas atteindre le même physique. Mais tu vas déjà atteindre un très bon physique. C'est juste que tes repères sont pas les bons repères, tu vois. Mais bon, quand on est jeune, on a toujours tendance à se comparer. Après, je pense que ça passe. T'as quel âge, Géo, d'ailleurs? T'as même pas la trentaine, toi? 26 mois. Ah oui, t'es tout jeune encore. Ouais. T'es tout jeune. Et t'as tendance à te comparer. Et après, ça te passe parce que tu vois bien que chacun est très semblable, mais aussi très différent. Et donc, que tu peux seulement t'inspirer ou être curieux de ce que font les autres et puis tester, voir ce qui se passe. Mais tu peux pas te comparer vraiment parce que tu es vraiment très différent. C'est pour ça que je suis un peu en faux avec tous les discours du style tout le monde doit pouvoir faire ci, tout le monde doit pouvoir faire ça. Et ça, c'est des trucs pour se rassurer. Mais de ce que je peux voir en analysant les gens, quand ils viennent à ma salle au Super Physique à Annecy, où je les analyse en détail, comment ils bougent, je regarde les articulations, tout ça, je vois des différences, mais incroyables entre les gens. Vraiment des trucs que tu dis, waouh! Et putain, ah ouais, lui, ça, c'est sûr qu'il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Et même s'il voulait s'étirer ou quoi, tu sais, j'essaye et tout de. Non, en fait, tu vois qu'il est trop dans cette position-là, où sa configuration osseuse est différente, ce que je peux pas voir à l'œil nu, mais je vois que il y a un truc qui déconne. Et donc, tu peux pas. C'est pour ça que c'est aussi, comme ça se voit la muscu, l'hypertrophie, tout ça, ça peut être un peu frustrant au début parce que beaucoup de choses, en tout cas, on le croit, sont reliées à l'apparence dans le monde. Et donc, si tu n'as pas les apparences euh, auxquelles tu prêtes des qualités, je vois, c'est un peu dur à vivre au début. Et je pense que vraiment le message à retenir, c'est ne vous comparez pas aux autres, mais comparez-vous à la personne que vous étiez avant. Moi, c'est vrai que si je me compare à toi, je me sentirais toujours une petite crevette à côté. C'est pas- Alors que t'as un gros coup, quoi. T'as fait du rugby, t'as fait du MMA. Non, 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 du tout. Non, non, mais j'ai un point fort trapèze cou, donc Eh ouais, ça remonte bien et tout. ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est vraiment le message à retenir, c'est qu'au final, ça sert à rien de se comparer à des gens, encore plus sur les réseaux, des gens qui sont dopés. Mais si moi, tu vois, je me compare à quand j'ai commencé, bon, même si je fais ça en yo-yo depuis, ça va faire 8 ans maintenant, franchement, ça n'a rien à voir, tu vois, avec le physique que j'avais quand j'ai commencé. Au début, on tombe tout le temps dans ce piège de, putain, je veux le même physique que lui, je veux le même physique que lui. Et tu te rends très vite compte que c'est pas possible, en fait. Parce que tes muscles sont absolument pas les mêmes. Et justement, je voulais revenir sur ce point de cette idée de morpho-anatomie un peu, tu as abordé dessus plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est la morpho-anatomie et comment ça euh, permet de prévoir un peu les muscles que tu vas pouvoir prendre ou pas? Ouais, c'est pas une prévision de la quantité de muscle que tu vas prendre, mais c'est plus une prévision de comment ton corps va s'organiser et se développer, comment tu vas être tordu, quoi. En fait, c'est l'analyse des longueurs osseuses et musculaires. Et donc, c'est un sujet que j'investigue depuis, je pense que j'ai 16-17 ans, sous l'impulsion de Michael Gundil, qui à l'époque mettait des photos sur les forums Planète Muscle. Et il nous disait qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez. Et j'ai toujours été intrigué parce que je voyais beaucoup de gars sur les forums de manière générale qui progressaient, mais justement beaucoup plus vite que moi. Des gars, je me souviens, à 16-17 ans, mais c'était énorme, tu vois, à côté de moi. Il y a mon avant-après sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir, sur mes 10 premières années. Et on voit que pendant 4-5 ans, franchement, j'ai pas des progrès de fou, mais j'ai jamais eu de progrès de fou. Mais on voit que tout s'est construit petit à petit. Et je voyais ces gars qui étaient hyper forts, hein, au développé couché, au squat. Je me souviens, je faisais du squat. Dès le début, j'étais obligé de mettre des cales sous les talons, quoi. Je pouvais pas faire de squat. Je pouvais pas. J'essayais et tout. Et je voyais que ça me pliait en deux, ça n'allait pas. Je me souviens, la première fois que j'ai fait du squat, j'ai dû mettre des plaques de 5 kilos Décathlon. À l'époque, ils faisaient des poids un peu carrés, là, rectangulaires, et sous mes pieds. Et je pouvais pas faire de squat sinon. Et c'était incroyable. Je me disais, mais merde. Et bon. Et je comprenais pas trop. Et finalement, à force d'entraîner les gens et de voir les différences, ça m'a vraiment passionné. Et aujourd'hui, c'est une grosse partie de mon travail et une bonne raison pour laquelle les gens viennent me consulter, soit prennent des consultations téléphoniques, par visio ou téléphone, ou viennent faire un coaching premium, ou prennent un suivi à distance. Parce qu'en fait, les longueurs osseuses, et notamment les proportions entre elles, donc par exemple, ta proportion entre l'humérus et l'avant-bras, par rapport à l'orientation de tes côtes, on va dire, est-ce qu'ils sont plus ou moins horizontales ou verticales, et tu vas pouvoir déterminer si, au développé couché, je prends cet exemple-là, tu vas pas te retrouver dans une position de faiblesse qui va t'obliger à développer, à produire beaucoup de force pour démontrer beaucoup de force. Je prends un exemple, c'est la fameuse relation, la règle physiologique de la relation tension-longueur, qui dit encore une fois que plus tu t'éloignes de ta position
ta longueur optimale qui est proche de ta position de repos. Donc mon pec, en général, il est fort ici. Plus je vais m'éloigner de cette position, moins je vais être capable de produire de la force. Alors bien sûr, dans une optique de longévité, tu as tout intérêt à renforcer ces zones-là. Parce que, alors après, tu te retrouves rarement comme ça dans la vraie vie, mais sait-on jamais. Mais voilà, tu as tout intérêt à maintenir ça. Et ça dit la même chose quand tu es trop raccourci, ou tu es comme ça, où tu vois, bah, moi je fais souvent ces petits schémas-là, où peu de fibres aussi, car beaucoup de fibres sont un peu libres d'actine et de myosine. Et donc, bah, ces leviers osseux, ces proportions entre ces différents leviers osseux vont impliquer des prédispositions ou pas, des risques de blessures accrus et des facultés à exprimer de la force ou pas. Et donc, dans une optique, j'ai envie de dire, de longévité aussi, à te dire, peut-être qu'au développé couché, si on prend mon exemple, j'ai pas intérêt à descendre complètement en dehors de mes séries d'échauffement et de mon travail, peut-être longévité, préhab, réhab, peu importe comment on appelle ça maintenant, à descendre à fond et à m'arrêter en fonction de quand intervient mon épaule, on va dire, coude dans l'axe du tronc. Donc ça, c'est les os. Ensuite, tu as les muscles et il y a un truc que j'ai un peu codifié là, que j'ai pas encore mis vraiment public, c'est le concept de préférence musculaire. En fait, ton corps va s'organiser d'une certaine façon, un peu comme les préférences motrices. Tu sais que Volodalen a beaucoup popularisé, que Action Type a beaucoup popularisé. Moi, je suis plus école Volodalen que je trouve beaucoup plus accessible, en tout cas pour moi. Et avec tout ce qui est aérien, terrien, œil moteur, un peu comme droitier-gaucher, tu vois, mais bon, pas mal de trucs. Et en fait, ton corps, en fonction des muscles agonistes, les mêmes muscles qui participent au même mouvement, va avoir une préférence. Parce qu'on pourrait penser que quand je fais un développé couché, c'est pec, épaule, triceps qui travaillent de concert et à proportion égale. Et en fait, pas du tout. En fonction de la place que va prendre ton épaule par rapport au pec, de son insertion, plus ou moins en oblique, de ton pec, comment il descend, comment il est large, de ton triceps, le vaste externe, la longue portion, jusqu'où il descend. Et bien en fait, il va y avoir un muscle qui prend l'ascendant sur les autres. Et donc, en fonction ensuite de l'angle que tu vas utiliser, et ça va changer cette répartition de l'effort entre les différents muscles. Ce qui fait que certains individus, par exemple, vont pouvoir faire de l'incliné, puis ça va leur faire le pec. Et puis d'autres, à part faire du décliné, avoir le coude vraiment plus bas que l'épaule, ça leur fera jamais les pecs. On voit tout de suite l'épaule qui participe ou quoi. Et donc, grâce à ça, tu peux tout de suite, il faut quand même ne pas louper les bases du début du débutant qui doit, voilà, ça. Mais au bout d'un moment, tu peux prédire un peu quel exercice tu dois faire, les angles que tu dois utiliser, les amplitudes que tu dois utiliser pour essayer d'avoir, alors bien sûr, c'est du détail, c'est vraiment le pratiquant de muscu, un peu bodybuilding, souvent qui veut chercher les détails, mais comment je dois orienter mon entraînement pour être le plus équilibré possible. Même si je pense que, malheureusement, et c'est mon pote Jojo, dont il y a son analyse en vidéo dans le tome 2 de la méthode super physique, on ne peut pas lutter contre sa nature. Si tu n'es pas fait pour quelque chose, à un moment, la nature va se rappeler à toi, et elle va te dire, tu n'es pas fait pour ça, tu peux forcer autant que tu veux, ça va se rappeler à toi, tu vas te choper des tendinopathies, tu vas te déchirer quelque chose, ça va pas le faire. Et comme disait Arsène Wenger aussi, que j'aime beaucoup, dans une conférence, il disait, on fait sa vie avec ses points forts, quoi. Tu vois, si t'es rapide, et il parlait ça pour le foot, il disait, si t'es rapide, va pas trop travailler ton endurance, parce qu'au bout d'un moment, si tu travailles pas ta vitesse, tu vas perdre un peu ce que tu n'entraînes pas, quoi. Et je suis assez d'accord avec ça. Donc voilà, la morphoanatomie, ça permet de prédire, entre guillemets, ce qui va se passer et comment adapter ton entraînement à terme pour la longévité, mieux te développer. Et puis, j'ai envie de dire, prendre plus de plaisir, parce que si tu progresses pas, il y a des gens, pour prendre les développés couchés, toute leur vie, ils sont à 50 kg de développé couché, ils comprennent pas, ils disent, mais je comprends pas, je progresse pas. Et ouais, parce qu'en fait, tu es tellement étiré que la force que tu dois produire pour progresser est trop importante comparativement au gars que moi j'appelle un dinosaure, qui a une cage énorme, des tout petits bras, des avant-bras minuscules, et lui il fait tac. Je dis, ah bah ouais, forcément il met le double de toi, il produit 2 fois moins de force, voire 3 fois moins, et puis il met 3 fois plus sur la barre. Et c'est pour ça que tu vois, la démonstration de force, la production de force, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc c'est un sujet qui me passionne, et je vais te relaisser la main parce que je peux en parler pendant des heures. Moi j'adore analyser les gens, et comme j'en ai analysé des centaines et des centaines et des centaines depuis presque 15 ans, je vois très rapidement, et j'ai encore des surprises, hein. Encore des surprises, des fois je vois, je dis ouais putain, incroyable, là, ça j'avais jamais vu. Et donc la dernière fois j'ai vu un type qui s'était déchiré le grand dorsal en faisant du wakeboard, incroyable. Et le mec il se met dos, je dis putain, il a un trou. Il me dit ouais, quand j'étais gamin, je faisais du il faisait ça, et puis il a tiré, et paf, il s'est déchiré le grand dorsal. Et donc forcément, d'un côté, son dos s'est organisé d'une autre façon, tu vois. C'est pas tout à fait le même dos, la même épaule. Et pour moi, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça réinsiste aussi sur le fait que, en fait, ça sert à rien de comparer la taille de son bras à la taille du bras du voisin. Ah ouais. Parce que si le voisin, il a un muscle long sur un numérus court, et que toi, tu as un numérus long et un muscle court, mais tu n'auras pas la même... Bien sûr, non, mais en plus, t'es roulé. En plus, t'es roulé
Et tu vois en plus des différences aussi entre les deux côtés d'un individu. Quand tu es débutant, pareil, tu dis ah, j'ai un pec plus gros que l'autre, j'ai un biceps plus gros que l'autre, comment faire, nanana. Moi, je vois des gens, des fois, je me souviens de Nico, au CQP de Nantes où j'étais intervenu. Euh, il avait, il s'était cassé un truc dans le bras, j'ai plus en tête, et il avait une différence de 2 centimètres entre les deux bras. Tu sais, il met les bras le long du corps, je dis, mais attends, c'est bizarre ça. Et on mesure 2 centimètres d'écart. Ben là, tu te rends compte, le gars, il fait un développé couché, il est toujours tordu. Alors, il était jeune, ça va. Sinon, il a tout intérêt à être avec halter ou à faire du unilatéral. Hein. Putain, il y a rien qui va. Il fait un curl, tu vois, il est tordu. Et donc, tu dis, wow, incroyable. Et c'est vrai que on a tendance à se comparer, à se dire, voilà, je peux faire ci, je peux faire ça. En fait, personne ne peut savoir jusqu'où tu vas aller. Parce que la morphoanatomie, c'est une partie tes possibilités, mais il n'y a pas que ça. Ton hérédité, tes antécédents sportifs, qu'est-ce que tu as fait auparavant. Puis pareil, il y a des choses, on parlait d'hypertrophie tout à l'heure, qu'on ne sait pas. Des fois, tu fais quelque chose, et c'est pour ça que j'aime pas trop analyser les débutants, et je leur dis, voilà, prenez pas d'analyse. Des fois, tu as des choses qui se produisent, et tu dis, putain, mais incroyable, j'aurais jamais parié sur ça. Et puis en fait, ça se développe, et tu dis, bon, bah, ça se trouve la bonne proportion de fibres, ou tu vois, il y a eu un truc qui s'est passé, où tu avais mal quelque part, et donc ton corps a compensé d'une certaine façon, tu as mis le coude, une autre angulation, tout ça, et puis ça l'a fait. En tout cas, ouais, pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'adapter le programme, les amplitudes, tout ça, progressivement. Mais on en revient à ce que je disais. Normalement, ça se fait aussi un peu naturellement quand tu es intéressé par ce que tu fais et que tu as de l'expérience en muscu. Tu sens que quand tu n'es pas fait pour un truc, tu dis, ça me tire, quoi. Tu dis, ça va pas. Tu vois, moi, aujourd'hui, si je fais du squat, léger, j'ai rien, mais si je commence à forcer, je sens que c'est pas bon. Alors, on pourrait dire, oui, mais la mobilité, ceci. Encore une fois, si tu peux, tu veux. Si tu as les chevilles qui sont pas comme il faut, ou voilà, et que tu fais tout ce qu'il faut et que tu vois que ça vient pas, bah ça vient pas, quoi. Mais c'est toujours celui pour qui c'est facile, qui va te dire, bah entraîne-toi, je comprends pas. Je comprends pas. Tu fais pas ce qu'il faut. Alors que le type, en fait, lui, il s'est mis sur la barre, il a fait tac, tac. Puis il se dit, bah, je comprends pas, tu n'y arrives pas. Ah ouais, mais bon, t'es gentil, mec. En fait, regarde, on n'est pas pareil. Il y a une vidéo comme ça, je sais pas si tu l'as déjà vu, de Squat University, où il met deux personnes assises. Il y a deux personnes qui sont assises, et assises, elles font la même taille. Tu vois? Et d'un coup, elles se lèvent, et là, il y a un gars qui a des jambes beaucoup plus grandes que l'autre gars, et genre, il fait une tête de plus, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, ah bah là, le squat, ça va pas être la même chose. Ouais. Elle est énorme, cette petite vidéo. Et elle a circulé un moment, et J'interromps rapidement l'épisode. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner et laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous aide beaucoup et nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants. Merci encore, on peut reprendre. Et, et on parle, tu vois, un peu des différences là, de prise de muscle sur ton anatomie, sur tout ça. Une question aussi que les gens se posent peut-être, c'est est-ce que les hommes et les femmes ont la même capacité à prendre du muscle ou pas? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'ils en prennent aussi dans des endroits différents? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? alors déjà, d'un point de vue morpho-anatomique, je remarque quelques différences entre les hommes et les femmes. J'ai de plus en plus de femmes en analyse, alors que pendant des années, j'avais surtout des hommes. D'une part, le fémur est souvent très long comparativement au tibia, ce qui pose pas à faire du squat bien droit, entre guillemets, donc avec le buste très rectiligne, et donc qui va forcément accentuer le travail de la chaîne postérieure et donc les fessiers pour beaucoup qui aiment ça. Et je remarque qu'elles ont les bras moins longs en proportion. C'est un peu faussé parce que c'est rare d'avoir une femme avec des longues clavicules, très horizontales, mais elles ont les bras moins longs. Et la fille avec les bras les plus courts que j'ai vue, Rachel, si elle nous écoute, elle avait moins 10 en envergure. Tu vois, elle faisait, je sais plus combien elle faisait, mais genre 1m65 et 1m55 de bras, tu vois. Donc, ce qui n'est pas beaucoup, alors que des gars, j'ai déjà vu, souvent c'est plus long, et j'ai déjà vu jusqu'à plus 20 cm. Donc, Jeff, un gars que j'ai eu en CQP à l'INSEP, et plus 20. Donc, le mec, tu vois, forcément, il me dit, ouais, j'ai du mal au développer. Bon, là, il comprenait. D'un point de vue ces dernières années, notamment avec l'avènement du CrossFit, même s'il y a des histoires de dopage, on a quand même vu des femmes qui se développaient énormément. En ce sens, je parlais des antécédents, mais les antécédents sportifs, ce que tu fais, on va dire, alors déjà, tu as les 1000 premiers jours qui comptent énormément pour les réflexes archaïques, primordiaux, tout ça. Et ensuite, tout ce que tu fais, on va dire de 3 à 25 ans, et encore plus entre 3 et 12-13 ans, compte énormément. Vraiment peut changer la donne. Et j'ai cette sensation que les écarts se creusent de plus en plus entre ceux qui font et ceux qui ne font pas. Dans ma génération, on faisait tous un peu de sport, tu vois, 1, 2, 3 fois par semaine. Du moins à mon école, quand j'étais en primaire, au collège, tout ça, tout le monde faisait un peu de sport, tu vois. Il y avait une activité extra-sportive. C'est pas fou, mais tu faisais un peu. Aujourd'hui, tu as soit ceux qui font beaucoup, soit ceux qui font pas. Et on se retrouve, je sais pas si c'est le terme, mais avec des femmes qui ont des physiques incroyables et que je vois qui sont naturelles. Je me dis, elles ont des cuisses, des fessiers, même des épaules, tout ça. Dingue, quoi. De dos, tout ça. Et naturellement. Et je vois des gars qui n'ont rien fait
durant leur enfance, adolescence, qui n'ont pas un méga potentiel, qui ont les bras longs, qui ont les fémurs longs, qui n'ont pas grand-chose, entre guillemets, qui est fait pour devenir énorme en muscu, mais ça ne doit pas les empêcher de faire de la muscu d'un point de vue longévité, santé, et même pour se développer pour leur confiance en eux, qui je pense est bien accentuée par la muscu, mais qui n'auront jamais le physique de ces femmes-là. Qui ont peut-être en plus des meilleurs leviers, mais qui ont surtout tous ces antécédents sportifs qui montrent que ça joue énormément. S'il y avait plein de choses à refaire, je sais que je dirais à mes parents, mettez-moi à la gym tout de suite. Mettez-moi à la gym tout de suite. Et une activité cardio, et tous les jours, je veux un sport différent. Ouais, et il y a un très bon podcast sur le sujet. J'ai oublié qui en parlait il y a quelques semaines, où le gars disait entre 6 et 10 ans, c'est là que beaucoup se joue. Entre 6 et 10 ans, je me souviens que j'ai dû faire du tennis une fois par semaine, un peu d'athlé, mais pas beaucoup non plus à cet âge-là. Et bref. Et ensuite, alors, pour ta question, en théorie, il y a des grosses différences, parce qu'une femme produit entre, je crois de mémoire, 15 à 20 fois moins de testostérone. Et comme c'est l'hormone anabolisante par excellence, donc à la production, elle est sans doute d'avoir moins de récepteurs, parce que c'est quand même plus une histoire de récepteurs que de taux, elle peut moins développer de masse musculaire. C'est pour ça que quand des femmes disent « Ah, mais j'ai peur de trop prendre », pour la plupart, il va pas se passer grand-chose, parce que déjà, un gars, il prend pas trop. Il prend pas trop, et il faut du temps. Ensuite, il y a toute cette histoire en plus de cycle féminin qui influe beaucoup sur la forme et le développement physique. Émilie Rimbert en parle bien dans son bouquin. J'ai oublié le titre, mais je l'ai interviewé sur Secret du sport pour ceux qui veulent aller écouter. Qui est vraiment un bouquin qui, je trouve, vulgarise très bien les choses en tout cas pour nous les hommes et sans doute pour beaucoup de femmes. Et donc, tu as des variations de forme. Donc, souvent, les femmes ont moins de capacité à développer de la force et de la masse musculaire, à en produire, mais il y a des exceptions. On voit aussi dans les sports d'endurance, tu dois le voir aussi bien que moi, que les femmes sur les longues distances se rapprochent de plus en plus des hommes. Bien sûr, il y a du dopage, mais aussi chez les hommes. Et on voit des filles, là, je vois que la barrière des 2h10 au marathon a été franchie chez les femmes, ce qui est incroyable. Je crois qu'on parle d'une meilleure efficience, une meilleure économie de course. Comme elles ont moins de muscles aussi, elles consomment moins d'énergie quand elles courent. Donc bref, elles seraient plus efficientes sur le long. Et on voit d'ailleurs sur les ultra-trails, des fois, elles peuvent gagner. Et donc, ouais, il y a des différences. Après, sinon, à part un petit point de vue osseux, où ça nécessite peut-être un peu plus d'attention aux détails, elles sont aussi plus souples. Donc, quand tu es plus souple, pareil, tu peux te renforcer sur plus d'amplitude. Tu as moins besoin de t'étirer qu'un gars. Mais non, tu as des filles balèzes. Mais globalement, une femme va développer moins de muscles et de force qu'un homme, et ça prendra en plus de temps. C'est plus ingrat. C'est plus sur la répartition graisseuse que c'est différent. Comme tu sais, de base, normalement, il y a des exceptions aussi. Une femme va plus stocker du gras sur le bas du corps, aura plus de récepteurs œstrogéniques et moins de récepteurs adrénergiques sur le bas du corps, au niveau des hanches et des cuisses, alors qu'un gars, c'est plus autour du bide. Alors après, on voit de plus en plus de femmes qui stockent autour du ventre, parce que y a l'alcool qui passe par là, et donc on voit de plus en plus de femmes avec du bide. Mais ouais, il y a des différences. Encore une fois, comme chacun est unique, tu peux pas trop prédire. C'est sûr que si tu es une femme qui nous écoute, qui n'a jamais fait de sport, tout ça, et qui débute la muscu, à moins d'un coup de chance, tu seras jamais super balèze. Mais après, c'est la même chose pour un gars, mais juste tu seras moins balèze. Et en tout cas, je pense que ça peut quand même te donner cette confiance. Et puis, tu peux prendre de la force. Pareil, je dis, tu seras jamais balèze, tu seras jamais Monsieur Olympia ou Miss Olympia, mais tu peux quand même vraiment, vraiment bien progresser. Après, on a souvent tendance, c'est une phrase qu'on entend souvent dans les podcasts, à surestimer ce qu'on peut faire en un an et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Encore une fois, 10 ans de régularité dans quelque chose, ça transforme complètement quelqu'un d'un point de vue physique, psychologique et tout ce qu'on veut. Et donc, tu peux arriver au bout de 10 ans et dire, ah ouais, là, la fille, par exemple, c'est une machine. Et ouais, en 10 ans d'entraînement intense, t'es une machine, quelle que soit l'activité, quoi. Quelle machine? Voilà, je sais pas jusqu'où, mais tu seras une machine. Ouais, par rapport à qui t'étais avant, de toute façon. Parce que tu vois, si t'avais jamais arrêté la muscu, Léo, tu serais une machine. Peut-être, ouais. Mon Dieu d'études. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de les femmes en tant que telles, ou même les hommes, n'ont rien à perdre à se lancer, en fait, à faire de l'hypertrophie, à faire la musculation. Ce sera toujours bénéfique pour votre corps de réussir à produire plus de masse musculaire. Et c'est vrai que cette idée de je veux pas trop prendre ou je veux pas ressembler à un homme, en fait, ça n'arrive pas, mis à part si vous êtes complètement dopé, quoi. Et il faut se sortir ces idées-là de la tête et des physiques que vous voyez sur Instagram de bodybuildeuses qui ont des bras et qui font le double des miens, quoi. Ouais, ou même des crossfiteuses, des fois, tu dis, oh, les physiques incroyables. Alors après, quand on n'a pas l'habitude de faire des photos, de faire des vidéos, on se rend pas compte comment ça peut mettre en valeur. Je sais pas, moi j'étais habitué depuis que je suis gamin à faire des photos, des vidéos. Pour la petite histoire, on était avec des petits appareils numériques, je sais pas, 2006-2007.
Et genre, on mettait des photos une fois par an sur Internet. On faisait 1000 photos. Et quand je dis 1000, c'est pas un chiffre en l'air, mais vraiment, on faisait 1000 photos. On passait des journées tous les étés avec des copains pour faire des photos. Et on en sélectionnait peut-être 5 ou 6, tu vois, sur les 1000. On était là, on triait, on disait voilà, celle-là, celle-là. Et ouais, cette pose-là était bien, c'était cet endroit-là. Donc on y retournait, on dit bah tiens, on va tester ça, 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 pour en mettre 5 ou 6. Et donc, on a développé une capacité. Moi, j'ai l'impression d'avoir une facilité maintenant à mettre les gens en valeur sur des photos. Mais une belle photo, le bon angle, le bon éclairage, tout, ça te change un physique. Vraiment, on se rend pas compte. Tu fais une photo, c'était une séquence là, tu fais une photo dans le noir, il y a personne qui est balèze dans le noir. Mais avec un bon éclairage, tu peux vraiment faire des photos incroyables. Et je me souviens d'une photo, pour l'anecdote, on ne l'a jamais raconté, mais quand j'avais 16 ans, donc c'était mes 16 ans, et tous les étés, j'allais chez mon grand-père, et lui, il avait construit ses poids, en béton. On avait un banc en bois, il avait mis une petite mousse dessus, bon bref. C'était des parpaings qui faisaient les repose-barres, tout ça. Et bref, on faisait des photos une fois par an là, et j'avais fait une photo comme ça. Il avait mis bon anniversaire, il faisait des petites cartes comme ça, avec ma photo dessus. Et ma tante, à l'époque, elle dit, putain, il est bien le photomontage, tout ça. Et parce qu'en fait, elle me voyait, tu sais, toujours normal. Et je dis, non, mais c'est pas un photomontage, tout ça. Et elle me dit, ah, putain, mais incroyable et tout. Et en fait, elle se rendait pas compte, comme beaucoup de gens, que j'étais après l'entraînement, il y avait une bonne lumière. En plus, quand t'es sec en photo, ça rend super bien, tu vois. Ça rend beaucoup plus gros. Tu vois, j'en parlais avec Antoine Marmigère, justement. Je lui disais, les nageurs, est-ce qu'ils sont balèzes? Il me disait, les nageurs, ils font taille moins 10 en général. Il disait, Florent Manodou, c'est une exception. Mais comme ils sont bien secs à l'écran, tout ça, ils rendent beaucoup plus balèzes qu'en vrai. Il dit, en vrai, ils sont pas très balèzes. Et c'est pour ça que quand tu peux voir sur Instagram une fille, tu dis, oh, elle est hyper balèze. Mais en fait, la fille, elle fait 1m60, 60 kilos. Oui, elle est bien. Elle est super. Mais dans la vraie vie, c'est pas une bodybuildeuse. Quand tu la vois en t-shirt, tu vas dire, on voit qu'elle fait du sport, elle est fit, elle est bien, quoi. Mais c'est pas non plus. Et il y avait souvent ces trucs-là aussi dans les salons. À l'époque, quand il y avait encore les salons, on disait, lui, il magouille ses photos. En vrai, il est pas très balèze. En fait, il magouillait pas ses photos. C'est juste que le gars, il faisait 1m70, 65 kilos, il était sec, il était super. Je me souviens d'un gars qui s'appelait Gros Guy, donc Guillaume. Et les mecs disaient, ouais, en vrai, il est pas très gros. Ah, mais le mec, il faisait 1m70, 65 kilos. Évidemment, après, le mec était vraiment fort. Je crois qu'il s'était mis au crossfit depuis, mais il était vraiment fort en muscu. Il n'avait pas une super ossature. Voilà, il était assez étroit, tout ça. Mais n'empêche que le mec était super, quoi. Mais c'est juste que 1m70, 65 kilos, quand il connaît rien, à distance, tu dis, ouais, le mec est énorme. Quand tu connais un peu, tu dis, bah voilà, il peut pas être énorme. Il peut pas être énorme parce que quand tu fais 65 kilos, t'es pas énorme, mais le type était super. Et on en revient encore une fois à cette histoire de ne pas se comparer. Le mec avait jamais dit qu'il était énorme, hein. De toute façon, il mettait ses photos, il faisait ses perfs, tout ça. Et ça, lui, justement, c'est un bon exemple. Je sais pas ce qu'il devient, j'irai voir justement après si j'y pense. Mais de persévérance, le type était vraiment pas doué. Et vraiment, avec le temps, il s'est vraiment transformé, a eu un super physique, des super perfs. Ouais, je serais curieux de voir ce qu'il devient d'ailleurs. Tiens. Et justement, vous êtes prise de muscle aussi. Moi, ce que je vois souvent, alors moi, j'ai ma soeur jumelle qui est coach sportive. Et la question des fois des gens aussi, c'est de se dire, alors quel exercice faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je sélectionne? Est-ce que faut que je fasse des haltères? Est-ce qu'il faut que je fasse de poids libre? Qu'est-ce qu'un bon exercice de musculation au final? Comment on le choisit? Ouais, c'est déjà l'exercice qui te fait pas mal. C'est déjà l'exercice qui te fait pas de mal. Ou quand tu le fais, tu dis, ah bah ça va. Ça va, je me sens bien, ça me fait du bien. Moi, j'ai pas mal de potes maintenant qui me disent, je fais des exos, ça va. Et genre, le lendemain, putain, j'ai mal. Bah, je dis, ouais, quand tu vieillis, tu sens les effets négatifs des exos un peu après, à retard, donc tu es un peu dégoûté. Pour moi, ces questions de barres, haltères, machines, elles n'ont pas trop lieu d'être. Mais après, il y a un contexte à mettre. Pourquoi je fais du sport? Pourquoi je fais de la muscu? Pourquoi je vais en salle? Je pense que pour la plupart des individus, déjà apprendre à utiliser son corps, rien que son corps, avoir une conscientisation de son corps dans l'espace, ce qu'on appelle la proprioception, c'est plus important. Déjà que tu saches où tu te trouves, tout ça. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est très déconnecté, on est assis, tu ne bouges pas, tu es statique. Et donc, c'est pas fou. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, utiliser des barres et haltères, si tu sens que ça te pas du mal. Souvent, les barres, on sent qu'au bout d'un moment, c'est pas fou, mais des haltères, tu vois, pour la liberté de mouvement, tu peux mettre, tu as plein de variations. Et ça fait du bien parce que ça contribue également à tout ce qui est conscientisation. Ça contribue à améliorer ton gainage. Et le gainage, c'est pas seulement que les abdos, les lombaires, hein. C'est le gainage, gainer une épaule, la garder dans l'axe, gainer tes hanches, gainer tes genoux. Voilà, c'est tout un ensemble de contractions qui doivent se faire. Or, si tu fais que des machines en unilatéral, dans des positions un peu académiques, tout ça, pour mieux localiser un muscle, là, la conscientisation de ton corps, en fait, ok, t'es beau et t'es fort sur les mouvements que tu fais, mais c'est pas exportable dans la vie de tous les jours. Or, je pense que pour la plupart des gens, il n'y a pas cet intérêt, et moi, j'arrive pas à le trouver non plus. Je trouve pas ça très ludique dans ma vision de la musculation, parce que dans ce côté extrême bodybuilding. Je pense que pour la plupart des gens, maîtriser son poids de corps, s'entraîner avec haltère, avec élastique, comme peut l'avoir proposé le précurseur en France sur le sujet, Christophe Cario. Chris, fais un petit bonjour. Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien, tu vois. Ça suffit largement pour se construire déjà un très très bon physique, tu vois. Mais après, tu as des trucs qui aident beaucoup. C'est sûr que si tu as accès à une poulie, bah, pour faire le dos, tout le monde ne va pas être capable de faire des tractions ou des tirages. Et les poulies, c'est moins traumatisant aussi. Il y a moins cette cassure dans le mouvement. Mais après, tout le reste, tu peux pratiquement faire au poids de corps, tu vois, ou te délester avec des élastiques. Et tu vois, je trouve que c'est le mieux parce que ça te met une confrontation et un gainage, en fait. Alors que le bodybuilding est un peu à l'extrême. Et c'est pour ça que je ne suis jamais inscrit en tant que bodybuilder, on va dire, dans ma pratique et dans ce que je suis. C'est vraiment l'isolation à l'extrême. Et ça, c'est non transférable. Donc, tu es là, tu es fort sur un angle spécifique et pas sur une variété d'angles. Or, je crois beaucoup aujourd'hui à ce gainage global, ce côté fonctionnel, même si on peut en rigoler, mais que tu peux transférer un peu dans différents sports sans avoir trop de soucis, quoi. Voilà. Et c'est ce qui sera le plus santé aussi au final, Exactement. d'être en mesure de développer quelque chose que tu peux utiliser au quotidien. Ton corps, au final, je pense qu'il te remerciera plus que isoler telle petite partie de ton biceps qui n'est pas Exactement. développé. Exactement. Alors après, c'est sûr que c'est sympa. Moi aussi, des fois, je suis là et je veux travailler plus le brachial antérieur que le biceps, donc je teste des trucs, tout ça. Mais ça m'amuse et c'est comme ça que j'ai grandi avec les bouquins de muscu, les magazines, les DVD. Beaucoup de gens se prennent la tête sur ces détails-là, tu vois, en disant voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça, pour ça. Moi, je le résume souvent. Je dis bah écoute, tu sais quoi, tu prends 2 haltères, tu fais curl pupitre ou et un bon pupitre bien incliné, ou du curl incliné, tu fais 4 séries de 20, puis tu vois, tu vas prendre des bras. Puis le mec me dit ah, mais c'est pas si facile. Bah si si. Mais si combien de temps tu vas tenir 4 fois 20? Quand la presse à cuisse, tu veux des cuisses, mais la presse à cuisse, tu fais 4 séries de 20, tu descends bien tout ça. Et je dis mais et souvent le problème c'est combien de temps tu vas tenir cette régularité parce que ça va être difficile. Il n'y a pas une séance qui sera facile et chaque séance ce sera la mort. Et j'ai un pote comme ça qui faisait que des séances dures comme ça, qui fait moins dur maintenant, il vieillit, Yann. Et lui, c'était que ça, chaque séance. Il faisait pas beaucoup d'exos, mais il faisait 4 fois 20, quoi. Alors, tu y allais, tu disais, putain, j'ai pas envie de m'entraîner, quoi. Tu sais, t'as pas envie. Tu sais, il fallait que tu sois surmotivé. Fallait que tu sois le bon spirit, tout. Parce que sinon, tu faisais pas ta séance. Tu dis, non, mais j'ai pas envie de la faire, tu vois. Tu dis 4 fois 20 la presse, 4 fois 20 là. Tu sais que tu vas morfler. Donc, d'où après, ce que j'avais développé, les cycles de progression qu'on a remis dans l'application SP Training. Donc, qui dit quoi faire à chaque séance, justement, pour varier l'intensité, que ce soit pas tout le temps hyper dur. Parce que sinon, tu n'y arrives pas. Parce que sans ça, personne ne tient la super difficulté. Et je pense, encore une fois, en plus d'un point de vue santé, que cette régulation de l'intensité, faire des vagues un peu comme ça, sans forcément définir un temps en amont, même si on apprend ça dans les cours, voilà, pour codifier, pour donner une base commune aux étudiants, est quand même une super voie également pour la santé et la longévité. D'apprendre à te réguler et à pas tout le temps être à fond, parce que finalement, tu n'as pas besoin d'être à fond pour progresser, du moins à fond tout le temps. Et encore plus dans une optique de longévité où le but c'est d'être bien tous les jours. J'aime bien ce courant de pensée qui est assez mis en avant actuellement par Nico De Paoli. J'ai oublié son pseudo, à chaque fois j'oublie son pseudo sur les réseaux. Bon bref. Qui dit, lui dans cette optique de pouvoir faire la même chose tous les jours, tu vois. J'aime bien ça. Alors il met pas très lourd, il fait des EMOM, donc des séries avec très peu de récupération. Donc comme ça l'empêche de mettre lourd. Et il dit voilà, moi je veux pas de courbatures, je veux pouvoir tous les jours être capable de faire quelque chose. Et donc on voit que ça donne aussi une certaine forme, un certain physique. Moi qui ai l'habitude, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur les photos, les vidéos, il est tout seul, donc tu dis, ah, il est bien, tout ça. Si tu le vois en vrai, je pense qu'il est pas si balèze, mais il a déjà un super physique d'un point de vue santé, il est hyper mobile, il y a plein de trucs, vraiment, pour moi, c'est un athlète. C'est un vrai athlète. Et je trouve que sa réflexion est intéressante aussi dans une optique de longévité, pour les personnes peut-être qui manquent de temps. Et en ce sens, les EMOM, qui ont été vraiment popularisés par le CrossFit d'ailleurs, et toute cette méthodologie des clusters, peut faire vraiment du bien à beaucoup de personnes. Ouais, complètement. Et j'étais en train de regarder, oui, il a quand même un très bon physique. Ah ouais, Nico est balèze. Après, il est assez fort. Hein. Je sais pas s'il est toujours fort. Ça fait un moment que j'ai pas trop regardé, mais à un moment, je crois qu'il avait fait, je sais pas, il a pas fait 100 kilos au dips ou un truc du style, tu vois. Ouais. Et, 100 kilos au dips, il y a 20 ans, quand un mec mettait 50 kilos au dips, on disait que c'était une vedette. Quand un mec faisait des tractions lestées, on disait, waouh, incroyable. Maintenant, tu fais 100 kilos au dips, bah là, bon, ceux qui nous écoutent vont dire, ah, c'est énorme, mais il y a des mecs qui font 150 ou 160 au dips. Donc, 100 kilos, moi j'ai dû faire 105 en 2019, quand j'en faisais beaucoup. C'est bien, mais c'est pas fou, quoi. C'est plus fou, si on compare. Et pour parler des exos aussi, moi j'avais entendu parler un peu de cette idée d'exercices à forte tension d'étirement, d'exercices à forte tension de contraction. Est-ce que ça, c'est toujours valable? Et si oui, est-ce que tu peux me dire un petit mot dessus? Bah, ça, pour moi, c'est plus... c'est pas dans une optique hypertrophie, tu vois.
Parce que dans une optique hypertrophie, de mon point de vue, tu as tout intérêt à pas trop t'éloigner de ta zone de force pour pouvoir produire de la force et que celle-ci se démontre. Tu vois, que tu te trouves pas dans des positions de faiblesse. Pour moi, cette idée d'exercice à forte tension d'étirement et forte tension de raccourcissement, de contraction, en fait, c'est vraiment de l'entraînement longévité anti-blessure. Dans le sens où c'était très populaire par Doc Crap à l'époque, donc c'est peut-être 2010. Et le DC Training, il avait un gars qui avait fait des compètes. Je crois qu'il y avait deux gars. Il y avait Justin Harris. Je me demande si c'était pas Steve Kuclo qui faisait avec lui aussi. Bon, je suis plus sûr que c'était Kuclo ou pas. Mais bref, c'était deux gars à faire ça. Ils avaient fait un DVD. Donc avant 2010. Et justement, l'idée, c'était, tu faisais tes séries classiques et à la fin de ta série, tu prenais un exercice qui étire à fond et tu restais dans la position d'étirement le plus possible, quoi. Genre, tu faisais les pecs, puis après, tu prenais 2 poids de 10 aux écartés et tu restais ici à fond, à fond. Putain, alors là, forcément, au début, tu es super content parce que ça fait des courbatures de dingue, tout ça. Mais c'est aussi la meilleure façon de te blesser. Parce qu'on en revient à cette histoire de relation tension-longueur où si je force dans des positions où peu de fibres peuvent supporter la charge, bah, mon risque de blessure est accru. C'est sûr que s'il y a tout ça qui peut contracter, bah, ça va. Si j'ai que ça, tu vois, si j'en ai deux, je caricature, il y en a beaucoup plus que ça, bah, t'es dans une position de faiblesse. Donc, c'est sûr que pour être le plus résilient possible d'un point de vue physique, il faut que tu renforces ces zones-là pour pouvoir générer de la force sur la plus grande amplitude possible. Maintenant, ça minimise ton développement musculaire parce que tu passes à côté de ce que tu pourrais mettre dans une position de force là où tes muscles peuvent s'exprimer le plus possible. Pareil, le raccourcissement. Aujourd'hui, il y a une des théories qui dit que les crampes sont dues pour beaucoup à des amplitudes qu'on n'utiliserait pas. Donc souvent, c'est le muscle en raccourcissement maximal. Par exemple, si tu es debout, vous pouvez faire le test et vous essayez de ramener votre pied à votre fesse en forçant à fond, votre ischio va cramper. Je suis presque sûr parce qu'il n'y a aucun exemple muscu qui te fait raccourcir à fond les ischios comme ça. Ouais. Et donc, bah, tu es tellement faible que l'influx, il veut arriver, mais voilà, ça tétanise. Donc, je vais te dire que d'un point de vue hypertrophie, ce que je recommande en général, c'est à l'échauffement, c'est aller chercher ces amplitudes-là. Pour moi, c'est important quand c'est léger. Et j'en parlais avec mon pote Clément dans le Super Physique Podcast il y a quelques semaines sur ses problèmes au pec, où il essaie justement de développer sa résilience pectorale, où il va faire des écartés à 10-12 kg, donc il fait 180 au coucher, vraiment amplitude max, tu vois. Il va faire des pompes surélevées et il va descendre à fond pour aller renforcer ces zones-là. Mais quand il va faire son mouvement de compète, ou vouloir développer sa force, il va se mettre dans une position de force. Et c'est pour ça que tu sais aussi bien que moi, l'échauffement est hyper négligé. Mais pour moi, l'échauffement, il sert à ça. Il sert à renforcer, quand on parle de préap, tout ça, il sert à renforcer toutes ces zones un peu de faiblesse. Alors souvent, tu fais quand même mal dans ces positions d'étirement et rarement dans la position de contraction. Tu vois, là, j'interviewe de demain un copain qui est entraîneur de sprint. Il était passé sur Secret d'entraîneur et sur le site Joe Body Goal. Et le gars, on lui pose la question sur les ischios. Il dit, ouais, comment renforcer les ischios pour le sprint? Parce qu'on voit beaucoup de Nordic curl, de ceci, de cela. Et il dit en se marrant, je paraphrase un peu, il m'en voudra pas. Il dit, mais tout ça sert à rien, quoi. Il dit, en fait, quand tu fais un sprint, la tension qu'il y a dans les ischios est tellement importante que c'est pas du Nordic curl contrôlé en plus en tempo, tout ça, qui va renforcer vraiment. Ça renforce un peu. Mais il dit, la meilleure façon de renforcer, c'est de faire du sprint. Je sais plus ce qu'il disait exactement, donc je vais pas déformer ses propos, mais voilà, c'est de faire du sprint à haute vitesse, à fond. Il dit là, voilà. Et après, bah, tu as cette chance, tu te blesses ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, dans une optique d'hypertrophie, ou de forcer en pleine sécurité, tu n'as pas d'intérêt à aller sélectionner des exercices avec cette forte tension d'étirement. Tu as plutôt intérêt à rester dans ta position de force. Je prends un exemple, les triceps, moi, qui sont hyper courts. J'ai pas d'intérêt à forcer. Alors, je pense plus sur les triceps, justement, parce qu'ils sont hyper courts, mais à faire des extensions nuque et à descendre à fond, tu vois. Bien sûr, à l'échauffement, je vais le faire. Mais quand je vais faire mes exos, peut-être m'arrêter là. Je vais regarder. C'est ce que je fais dans les analyses que je fais. Jusqu'où le triceps va s'étirer. Et à partir de quand on passe plus sur ce qu'on appelle la plaque tendinosa ou le tendon. Et là, je me dis, oula, là, c'est pas très bon. Alors, bien sûr, après, tu peux dire, bah, moi, je vais m'entraîner que pour la longévité et que travailler ces zones faibles. Et ben, évidemment. Est-ce que tu vas prendre du muscle? Oui. Est-ce que ça va limiter ta prise de muscle à terme? Oui. Mais quels sont tes objectifs? Tu vois, il y a un contexte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu compliqué, tous ces trucs, tu vois, encore une fois, qui sortent. C'est la roue qui tourne, tu vois. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, tout est assez simple. Quand tu te sens bien dans un mouvement, bah, t'es bien. Puis quand tu sens que ça t'étire à fond, je sais pas, je reprends l'exemple du squat. Moi, je fais du squat, je sens que ça me tire partout. Ça me tire partout. Alors, bien sûr, je me chauffe, tout ça, ça va aller. Mais je sens que ça va pas. Ou pareil, j'ai des gars que j'analyse. Ils me disent, ouais, le coucher, ça va pas. Ah ouais, mec, regarde, tu le sais déjà que ça va pas. Donc, voici pourquoi, mais tu le savais déjà. Et c'est pour ça que je suis pas trop
fan de ces nomenclatures qui, pour moi, pliquent beaucoup les choses et qui, justement, fournit un peu cette règle physiologique de la relation tension-longueur de laquelle, pour moi, tout part pour adapter son entraînement d'un point de vue progrès, pour essayer de mettre ensemble longévité et progression, tu vois. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez contester certaines choses qui ont été dites durant l'épisode, suivez le lien en description pour déposer vos réclamations avec études et preuves à l'appui. Je ferai un épisode bonus regroupant toutes les mises à jour. On peut reprendre. Et tu as abordé justement le sujet de l'échauffement. Je pense qu'on peut revenir un peu dessus. C'est quoi un bon échauffement pour la musculation? Parce que c'est vrai que les gens savent jamais trop quoi faire. On fait le fameux truc comme ça, là, que tout le monde fait. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'échauffer et combien de temps ça doit durer? Parce que quand tu as 60 minutes pour ta séance, Ah ouais, bah, franchement, si t'as 60 minutes, moi, je te dirais, si t'as que 60 minutes, je pense que t'as pas d'intérêt à vraiment t'entraîner. Bah déjà, faut faire un split, sinon, ça va être compliqué. Ah, tu veux, si on parle d'un point de vue hypertrophie, hein, parce que un bon échauffement, pour moi, aujourd'hui, ce que je mets beaucoup en avant, c'est il y a une ribambelle d'exercices qui vont justement travailler cette tension d'étirement, tu vois. Donc, ça doit apporter de la chaleur. Et l'échauffement doit faire monter un peu ton cœur, même si c'est de la muscu, c'est important que ça monte un petit peu. Et puis, ça doit te désensibiliser nerveusement pour que tu aies un peu plus d'amplitude. Parce que pour pas te blesser aussi, il faut que tu sois capable d'avoir un peu plus d'amplitude que ce que tes mouvements exigent. Et donc, souvent, comme j'avais mis dans mon article l'échauffement en musculation sur rudicoya.com, j'ai fait un long article dont je me sers pour les cours des futurs coachs, si jamais il y en a qui veulent aller voir. Et en fait, moi, je vais faire souvent, ce qui revient, c'est du pullover. Si on parle du haut du corps, du pullover, des écartés couchés, du curl incliné, des extensions nuque, des tractions scapulaires, ça peut être à la poulie. Ça va être possiblement des fois du cou, parce que beaucoup de gens ont pas un gros cou comme toi, donc je fais un peu de cou. Ça va être, que ça peut être d'autres. Ça peut être pareil, j'ai des tractions scapulaires, donc, mais pareil, des rétractions scapulaires, tu vois. Mais tout un ensemble d'exercices qui va t'étirer, en fait, en série relativement longue, sans trop forcer, et qui va accroître, donc, grâce à l'enchaînement, parce que tu peux tous les enchaîner, la température. Et je trouve que ça, c'est un excellent échauffement qui mixe un peu tout et qui peut durer, allez, je sais pas, 15 minutes, tu vois, en exagérant un peu. Il ne s'agit pas de mettre lourd, mais vraiment de travailler tes amplitudes. Et ça, bah, ça te permet, tu vois, de gagner du temps parce qu'on parle de 60 minutes, mais si tu fais pas ça à l'échauffement, tu fais que de la muscu dans des positions où tu es confortable, bah, en fait, tu perds les amplitudes que tu n'as pas, que tu n'utilises pas, et donc tu deviens très très raide, tu deviens un vrai bout de bois, et après, ça t'handicape pour tout, en fait. Et pareil, pour le bas du corps, bah, souvent, ça va être, tu vois, je donne un autre exemple, tu vas faire du soulevé de terre sumo, du soulevé de terre jambes tendues, tu vas faire des fentes bulgares, tu vas faire des mollets debout, tu vas peut-être faire, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Du squat à vide, tu vois. Et là, bah, tu vois, tu as les adducteurs, les ischios, les quads, les mollets qui sont échauffés. Et ça, pareil, ça te permet de maintenir une certaine mobilité tout en t'échauffant. Et après, normalement, tu es mieux. Un bon échauffement, ça doit te permettre. Et donc, ça, c'est que l'échauffement général, parce qu'après, tu as l'échauffement forcément spécifique, où là, tu vas monter progressivement bah, sur les poids que tu vas utiliser. Et bon, ça, après, c'est ça qu'on ne le dit pas aussi. Mais quand tu veux vraiment prendre du muscle, ce qui limite la plupart des gens, c'est le temps qu'ils ont à disposition pour s'entraîner. La capacité que tu as à t'entraîner. Fois, j'ai eu quelqu'un comme ça en podcast qui posait la question, il dit voilà, je m'entraîne 3 fois par semaine, j'aimerais progresser. Il avait dit un super niveau. Et il dit je veux pas y passer 3 heures par séance. Et je lui disais, mais les meilleurs powerlifters, les pratiquants de force athlétique, les plus forts, ils font 5 fois 3 à 4 heures par semaine. Et encore, sans compter qu'ils font 1 heure par jour, un peu d'exo, préap, tout ça, comme mon pote Clément. Ils font du cardio aussi à côté. Au bout d'un moment, c'est pas pour rien qu'il y en a qui sont sportifs professionnels, entre guillemets, sans avoir l'argent des professionnels qu'on pourrait imaginer. Parce que c'est ça qui fait que tu vas progresser, c'est de plus en plus t'investir. Tu as 3 fois 60 minutes et que tu veux devenir Monsieur Olympia, bah forcément, tu n'as pas les possibilités de tes ambitions. Mais pour moi, l'échauffement est vraiment primordial, quitte à faire moins d'exercices après, tu vois, ou à faire des supersets, ou à faire des EMOM, ou à trouver une façon d'en faire beaucoup. Parce que si tu veux prendre du muscle, il faut un certain volume d'entraînement quand même au bout d'un moment, dans un laps de temps court, qui va certes pas être optimal pour prendre du muscle de manière théorique, mais qui sera optimal pour toi, qui sera le meilleur compromis à faire. C'est ça d'ailleurs tout le but du coaching aussi, c'est de trouver le meilleur compromis pour la plupart des gens. Mais surtout ne pas négliger l'échauffement, je pense que c'est le plus important. Tu vois, on parlait de récupération, est-ce que tu peux en récupérer? La meilleure chose à faire pour récupérer, c'est de bien s'échauffer. C'est ça, la récup, elle commence avant l'entraînement. Et si tu le fais pas, bah oui, tu peux le faire. Moi aussi, des fois,
Tu sais, t'es pris un peu dans le jus, tu prends pas ton temps, tu fais ton échauffement un peu à l'arrache. Ouais, tu peux faire ta séance. Mais comme la blessure ou l'usure survient progressivement, tu vois, c'est la régularité, la non-régularité, ce qu'il faut faire. Qui t'use, à un moment, tu vas le sentir. Et le problème, c'est que quand c'est trop tard, le corps humain se régénère pas à l'infini, ça s'appelle le vieillissement. Ouais, complètement. Et justement, cette notion d'amplitude articulaire, tout ça, est-ce qu'il y a un bénéfice aussi à pratiquer des étirements en dehors de toute séance, je sais pas, le soir, chez soi, pour améliorer ces amplitudes-là et diminuer le risque de blessure? Ça, c'est un truc qui est un peu à débat. Et j'ai tendance à penser que c'est plus une histoire de besoin. Tu vois, quand j'analyse des gens, je vois des gens, ils sont très détendus, tu vois. On voit qu'ils sont fluides. Ils sont fluides, je teste les amplitudes et je dis, ils me disent, ouais, je veux m'étirer. Je dis, t'as pas besoin. Et puis je vois d'autres personnes, tu vois, ils serrent les dents, tu vois, il n'y a rien qui bouge. Vraiment, c'est des briques, tout ça. Après, c'est leur nature. Et il y a une part d'inné, une part. Alors, bien sûr, peut-être la vie, tout ça, les amène à être stressés, à être tendus, à jamais se relâcher. Et pour eux, je dis, voilà, les étirements vont être intéressants parce que ça va déjà être une porte d'entrée vers le parasympathique, vers apprendre à se relâcher, apprendre à respirer, à prendre du temps pour soi. Souvent, c'est des gens qui vont pas prendre le temps de faire ça. Donc, c'est plus une histoire de besoin. C'est est-ce que tu as besoin ou pas? C'est sûr que un vrai entraînement de mobilité, comme le dit mon ancien élève Baptiste Baron, qui est coach aujourd'hui à Yggdrasil, à la boxe de CrossFit Yggdrasil, vers Rouen, si je dis pas de conneries. Un vrai entraînement de mobilité, c'est un vrai entraînement, c'est de la force en fait. C'est pas, tu vois, c'est comme je disais, c'est du pull au vert, apprendre à générer de la force quand tu fais une méga flexion d'épaule, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est pas quelque chose de facile. Donc les étirements en dehors de l'entraînement, moi c'est des choses que je fais parce que je suis souvent assis et j'ai plutôt une tendance à être un vrai bout de bois de base. Et je sens que ça me fait du bien, tu vois. Je sens que, et en même temps, c'est envoyer un signal dans mon système nerveux de dire cette position-là, j'adopte tous les jours. Donc finalement, c'est une position que je peux garder, mais les vrais gains de souplesse et de mobilité, c'est un entraînement. C'est un vrai entraînement. C'est pas juste je m'étire et je me détends. Ça, c'est bien, voilà, pour faire une pause dans ton travail, pour être un peu actif la journée, tout ça. Mais c'est pas suffisant. On dit que le langage des cellules, c'est la force. Et effectivement, si tu adoptes une amplitude sans générer de force dans cette amplitude-là, elle va pas rester. D'un point de vue nerveux, tu désactives seulement, on va dire, tes fuseaux neuromusculaires, mais tu n'actives pas tes OTG, tes organes tendineux de Golgi, et donc il n'y a pas de trace, tu vois. La trace reste pas, tiens, elle reste moins. J'ai le chien qui aboie, je sais pas si ça s'entend. Et donc, ouais, ça peut avoir de l'intérêt pour certains et pour d'autres pas. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est une sorte de contexte. Pendant longtemps, on a dit, ouais, les étirements, ça sert à rien, ça prévient pas les blessures. Moi, des fois, je vois des gens, encore une fois, on appelle ça étirement, mais qui ont besoin, justement, de faire des écartés avant l'entraînement, de faire du coucher doucement pour vraiment assouplir, enlever des inhibitions pour pouvoir faire le mouvement sans risque. Et d'autres, en fait, ils sont tellement bien, il n'y a pas besoin. Tu vois, ils se mettent direct, ils n'ont pas besoin. Donc, c'est pour ça, un échauffement, c'est aussi, là, j'ai fait des généralités, mais c'est aussi quelque chose que tu peux personnaliser. Tu vois, il y a des gens qui auront besoin de plus s'échauffer, d'autres pas, en fonction de comment tu bouges, de ce que tu veux faire. Puis pareil, les étirements, est-ce que tu as du temps pour les faire? Tu vois, on prend l'exemple, tu as 3 fois 60 minutes pour t'entraîner, tu dois tout caser. Pour moi, ton échauffement, on va essayer de faire un mix. Par contre, si tu as, je sais pas, 5 fois 2 heures par semaine, là, je pense on peut prendre le temps vraiment de faire les choses plus correctement, c'est pas le terme, mais voilà, plus idéal, de manière plus idéale. Et là, ouais, là, c'est sûr qu'on peut faire plus de choses, mais la vie fait que tout le monde n'a pas un temps illimité. Et puis après, pareil, il faut avoir l'énergie, les ressources physiques en énergie illimitée, quoi. Ouais, complètement. C'est vraiment se dire, faut avoir les ambitions de ses objectifs aussi, quoi. Exactement, exactement. Aujourd'hui, tu vois bien, la société se bat pour dire aux gens, voilà, il faut marcher, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est triste, hein, mais on en est là. Parce que tu as beaucoup de gens qui font métro, boulot, dodo, tu vois, on exagère, mais c'est ça. Et c'est sûr que quand tu rentres chez toi à 19h, après être parti à 6h du mat, faire 60 minutes de sport, c'est super, tu vois. Franchement, en plus là, on enregistre, on est pratiquement en hiver, il fait nuit à 5h30. Là, tu rentres chez toi, il fait noir, en plus il commence à faire frais, vraiment. Ouais, c'est sûr que là, déjà, quand quelqu'un fait 60 minutes de sport après sa journée, moi, je lui dis vraiment, c'est super, quoi. Vraiment, bien, tu limites en grande partie les effets négatifs de ton rythme de vie qui t'est malheureusement plus ou moins imposé par cette société. Ouais, complètement. On discutait avec le troisième épisode que j'ai fait avec un médecin du travail, justement, où on parlait de la sédentarité au travail, et que bon, c'est sûr qu'il faut bouger en dehors des moments de sédentarité qu'on a imposés, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté pour essayer de bouger au quotidien, même au travail, et mettre des choses en place, parce que
bah, il y a de plus en plus de travail où tu es juste derrière un bureau comme ça, à attendre sur ton ordi. Enfin, même là, tu vois, tournage de podcast, Ouais, c'est pour ça, moi, t'as envie de bouger. juste après, tu vois, je vais m'étirer justement. Juste Ouais. après, je vais faire 20-25 minutes d'étirement, tu vois, tranquille. Et parce que là, on est resté trop assis, tu vois. Juste avant, bah, j'ai promené les chiens, donc tu vois, j'ai marché un peu. Et puis là, je vais m'étirer. Je suis en train de faire une petite séance d'ergo ou un truc. Mais ouais, essayer de toujours faire quelque chose parce que, en fait, tu le sais, on en a déjà parlé, mais le pire, en fait, c'est l'immobilité. C'est de garder une position et de pas en bouger. Ça, c'est le pire parce que ton corps, encore une fois, il reflète tes habitudes. Donc, si tu es tout dans une position, et c'est pour ça que je vois de plus en plus de personnes avec la tête, tu sais, la bosse du bison, les épaules devant, tourner vraiment en rotation interne, et puis une hyper lordose lombaire. Et forcément, bah, en fait, c'est la position de l'ordinateur où tu es comme ça. Puis en fait, tu es toujours en position raccourcie au niveau des fléchisseurs de hanches. Ça devient leur position de force. On en revient à cette relation de tension-longueur. Mais en fait, il faut que tu retravailles ça bah, en faisant des fentes, soit en étirement déjà, tu peux tenir la position, puis après, en muscu. Et puis là, tu vas, comme on disait tout à l'heure, tu feras un travail de mobilité, de muscu et de longévité en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est toute l'idée de la musculation sous forme de longévité. On sort de cette idée d'hypertrophie seule, où au final, moi, ce que je dis aux gens, je dis, en fait, la musculation, c'est pas juste prendre du muscle, en fait, c'est C'est aussi compenser toutes les mauvaises choses qu'on fait au quotidien. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est ce que je dis. La musculation doit d'abord être corrective et faire du bien. Mm. Avant de vouloir plus de biceps ou de pecs, regardons déjà ce qui coince, essayons de débloquer ce qui coince, et ensuite on va s'y mettre. Mais ça, c'est une vision long-termiste, et c'est une vision que tu n'acquiers que quand tu as passé la trentaine souvent. Parce qu'au début, moi j'avais vu un gars par exemple, en coaching premium, donc à Annecy, et le gars s'entraînait tous les jours, il avait besoin de tout ça, et le mec respirait pas, était hyper tendu, hyper raide, et à la fin il me dit, ouais, il me dit, en fait, tu me dis de faire des étirements, quoi. Bah, je dis oui. Je dis parce que là, si tu veux tenir, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. Si là, tu vas pas tenir, si tu peux pas bouger, il pouvait même plus tendre les bras. Le mec, en fait, il faisait des curls, donc il tendait pas, il avait le biceps court, ok, mais jamais il allait tendre le bras. Et donc, je lui dis, bah tiens, on va tester à 4 kilos, tendre le bras. Il pouvait pas, ça lui faisait trop mal. Et rien que de tendre le bras, il pouvait pas. Et donc, à la fin, il me dit, ouais, tu me fais faire que des étirements. Bah, je dis oui. Je dis là, le plus important pour toi, c'est ça. Je dis parce que là, tu es bloqué dans ton corps et ça va être de pire en pire. Tu dois absolument travailler ces amplitudes-là. Donc, on en revient, tu vois, à ces notions d'exercice, étirement, contraction, tout ça. Je dis ça, pour moi, c'est la base. Et l'échauffement, tu dois faire ça. Et quitte à faire un peu moins de muscu, et pareil, il bossait beaucoup de l'ordi. J'ai à mon avis, je ferais faire un peu moins de muscu et un peu de cardio aussi. Parce que là, tu fais 6 muscu et tu marches presque pas. Et bon, la marche, c'est du cardio pour celui qui fait jamais de cardio, mais c'est pas suffisant. Donc je lui dis, faut marcher un peu, et puis après, il faudra peut-être faire un peu de vélo, ou voilà, trouver un truc pour, d'un point de vue longévité, que tu puisses tenir. Mais ça, encore une fois, c'est quand on a une vision court-termiste, on oublie que tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on sait déjà, c'est qu'il faut faire plein de petits trucs, essayer de tout globaliser en fonction de temps dont on a à disposition pour une meilleure longévité et un meilleur physique. Et après, parce qu'on se rend bien compte que l'optique bodybuilding, voilà, c'est pas quelque chose de très sain à terme et c'est pas quelque chose que j'encourage. Bien sûr, se transformer physiquement, mais être mieux aussi, mieux manger, être en meilleure forme et être capable de pouvoir faire plus de choses. Il y a plein de méthodologies différentes qui amènent à ça, mais c'est sûr que moi, j'essaie à chaque fois d'essayer de tout mixer au mieux parce que de toute façon, plus de biceps, ça fait toujours plaisir. Mm. Et on abordait pas mal le sujet de l'entraînement, tout ça. J'aimerais qu'on aborde rapidement le sujet de l'alimentation, justement, pour la prise de muscle, parce que c'est quelque chose dont je pense tout débutant en musculation, quand il a commencé à prendre un peu de protéines, un peu de créatine, a souffert de tu te dopes, tu vas flinguer tes reins, faut absolument pas faire ça, ça, ça. C'est quoi la bonne alimentation pour prendre du muscle et est-ce qu'on est obligé de prendre des compléments ou pas? On est obligé de rien. Et je pense être constaté que l'alimentation aujourd'hui, qu'on trouve dans les supermarchés ou autres, est de plus en plus appauvrie en micronutriments qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et que donc, les compléments te permettent de t'assurer, je dis assurer entre guillemets, parce qu'il faudrait faire des analyses, voir comment tu les assimiles, certaines formes de minéraux, de vitamines ou autres, une sorte de minimum, tu vois, sur les principaux micronutriments qu'on connaît. Après, pour prendre du muscle, histoire de contexte, tout dépend d'où tu pars. Et je vois beaucoup de gens qui sont déjà un peu en surpoids, qui ont déjà un peu de gras, qui disent, ah, moi, je veux prendre du muscle, il faut absolument que je prenne du poids. Non, tu vas déjà commencer par t'entraîner et peut-être même perdre un peu de poids. Oui, mais bon, je fais 1m70, 60 kg. Moi, mon but, c'est de faire 75 kg. Écoute, je vais te le dire, tu feras jamais 75 kg de muscle. Si tu es skinny fat, comme on dit, tu sois du gras localement, tu feras jamais 75 kg de muscle sec parce que tu as des antécédents graisseux, entre guillemets. Il y a une théorie qui dit que les cellules graisseuses ne meurent jamais et en plus,
Avant, on pensait que seulement les glandes sécrétaient des hormones. Maintenant, on sait que plein de cellules sécrètent des hormones ou font des appels, entre guillemets. Donc, en fait, tu peux pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont déjà bien gras et qui veulent prendre du poids et qui disent, bah, pour prendre du muscle, il faut prendre du poids. Donc, ils vont se mettre en suralimentation. Et donc là, bah, forcément, ça peut pas bien finir. Donc, pour tous ces gens-là, bah, déjà, c'est manger à maintenance calorique. Mais après, je vais pas refaire les bases de l'alimentation parce que je pense qu'avec Anthony Berthoud, vous en avez parlé. Et bon, je renvoie plus vers lui que voilà pour le sujet. Mais il y a les bases alimentaires, les aliments sains, le moins transformés possible, le plus de saison possible, des quantités adaptées à ces activités. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ce truc de, dans cette société, l'alimentation est un plaisir, si ce n'est l'unique plaisir de beaucoup d'individus. Donc en fait, c'est très difficile de se restreindre là-dessus parce que tu dis, bah attends, j'ai que ça pour me faire plaisir. Et comme c'est associé du plaisir, du plaisir, du plaisir, les gens s'alimentent dans tous les sens. Mais sinon, c'est j'avais envie de dire, ça c'est un peu comme l'entraînement, manger moins que trop. Tu vois, pour beaucoup de gens, c'est manger moins que trop parce que tu es déjà un peu en surpoids, tu es déjà un peu gras. Même si tu as des bras tout fins, tu as déjà du bide, ou tu es très fin, et puis tu as du gras sur le bas du corps, bah en fait, tu n'as surtout pas intérêt à grossir. Tu n'as surtout pas intérêt. Mais c'est vrai que moi, je suis pas assez extrême. Moi, j'ai l'impression d'avoir un discours classique, j'ai grandi avec ça, mais c'est en fait, mange sain, quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent encore venir dire ouais, une pizza, c'est sain. C'est des féculents, des légumes et des protéines, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est des mauvaises tomates, c'est de la mauvaise farine et c'est des mauvaises sources de protéines. Du jambon, ça devrait être interdit. Ça devrait pas exister, le jambon. La tomate toute pourrie qui vient de je sais pas où, ça devrait être interdit. Mais comme on est dans un monde capitalistique à tout prix, où on veut gagner contre nous, c'est gagner au détriment des autres, en fait, on se fait un peu niquer et c'est difficile. Et je comprends que, encore une fois, on n'a pas envie que tout soit difficile. On est des êtres humains, on veut que ce soit facile, confortable, qu'on aille vers le plus facile. Mais il faut résister à tout ça parce que sinon, la qualité des aliments que tu consommes influence énormément ton physique, mais aussi tes capacités cognitives, donc ta psychologie, manière de vieillir. Tout souvent, quand il y a des gens qui viennent à Annecy au Super Physique Gym et qui voient les gars de la salle, ils me disent putain, mais vous paraissez tous très jeunes, quoi. Bah, je dis, je sais pas et tout. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui disent ça, bah, souvent, c'est des gens qui vont boire, qui fument peut-être un peu, qui dorment pas super bien, qui ont une vie un peu à 100 à l'heure, tu vois. Alors que, bah, pour la plupart d'entre nous, en fait, on a une vie qui est assez, on va dire monotone, routinière, tu vois, sur l'alimentation. Voilà, tu manges ça, tu manges ça. Et bien sûr, des fois, tu manges des petites saloperies, tu vois, pour goûter des trucs ou quoi, ou quand tu es invité. Mais la plupart du temps, c'est c'est les bases des bases qu'on sait déjà et auxquelles on veut pas croire ou qu'on veut pas appliquer parce que c'est pas assez rapide. J'ai toujours cette phrase-là que j'avais vue avec Aurélien, que j'avais en coaching premium, qui est diététicien en Suisse, qui disait pour changer de poids, il faut changer de vie. Bah voilà, c'est pas compliqué. Après, moi, je suis rarement au contact de gens qui sont pas dans cette optique de bien manger, parce que les gens qui me contactent souvent marchent, ils ont déjà entrepris une démarche de bien manger, donc souvent c'est assez correct, il y a quelques petits réglages à faire, mais pas grand-chose. Surtout que maintenant, il y a beaucoup la médecine fonctionnelle qui se développe. Je pense que ça te parle beaucoup vu ce que tu veux faire. Donc, où tu fais des analyses et où tu regardes voilà, de quoi tu as besoin, exactement en détail. Mais déjà, à la base, c'est de manger, on va dire, potentiellement sain. Quand ton complément, tout dépend le budget, c'est toujours pareil. En fait, des compléments, tu peux en prendre, tu peux en prendre des tonnes, hein. Franchement, ça peut être sans fin. Ça peut être sans fin. Et donc, ouais, il y a des compléments qui m'ont l'air plus utiles que d'autres. Mais encore une fois, tout dépend de tes habitudes alimentaires. C'est sûr qu'aujourd'hui, prendre des oméga 3, de la vitamine D, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. De la whey protéine, ça dépend combien tu pèses, quand est-ce que tu t'entraînes, combien de temps tu manges après, est-ce que tu as mangé avant, est-ce que tu en es à t'intéresser pour l'instant au timing des prises alimentaires ou déjà à manger directement, tu vois. Souvent, la dernière fois, j'ai fait un podcast avec un jeune, et puis je vois qu'il est dans la muscu, il aide les gens à se transformer. Bon, bref, il est bon en marketing, quoi. Le mec m'a dit qu'il a bouffé des nuggets la veille, quoi. Tu vois, bon, bah là, les compléments, tu vois, si tu prends ton shaker de whey 10 minutes après ta séance, bon, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Franchement, il serait mieux de pas bouffer tes nuggets, tu vois. Mais, encore une fois, on veut griller les étapes, on veut faire comme le champion, alors qu'avant, tu as tout ce choix des aliments, cette, cette quantification de l'alimentation à faire en fonction de tes activités par lesquelles tu dois passer. Et ensuite seulement, bah, tu as les compléments, te dire de quoi j'ai besoin, tout en sachant que naturellement, pour progresser et même d'un point de vue longévité, c'est les compléments justement un peu santé. Avant de penser au, je sais pas, Super Pomme 3000, bah, tu as Oméga 3, tu as vitamine D, tu as le magnésium, voilà, ça fait pas trop débat.
T'as le collagène, des peptides de collagène. Voilà, si tu fais beaucoup de sport, on voit bien que ça fait quelque chose. C'est la mode en ce moment des nootropiques aussi. Alors, ça me fait sourire parce que les nootropiques, finalement, tu bois un café, c'est un nootropique, quoi. Donc, bon. Mais ouais, en fait, c'est que du bon sens. Et donc, moi, j'ai l'impression que c'est ancré parce que je suis entouré de gens comme ça et que j'ai grandi comme ça. Mais je vois bien que pour beaucoup de gens, en fait, c'est pas du tout ancré. Et que, allez, je donne un exemple. J'ai encore eu ma mère au téléphone la semaine dernière qui me disait, oui, j'aimerais manger des avocats, il y en a plus. Et je dis, c'est pas la saison, on est fin novembre, décembre. Il me dit, ouais, mais j'aimerais des avocats. Et t'as beau lui expliquer, elle comprend pas. Et là, des fois, je me dis, ouh. Je me dis, ah ouais, bah donc il y a des gens qui pensent comme ça aussi, qui veulent bouffer des avocats en décembre, quoi. Ou des fraises en décembre, tu vois. Et je dis, ah ouais, non, mais là, et qui vont mettre du sucre sur des fraises en plus. Je dis, ouh là là. Je dis, ah ouais, tu dis, il y a des gens, ils sont comme ça. Et ils te disent, je sais, je sais. Il y a une différence entre savoir, comprendre, intégrer. Savoir, ça ne suffit pas. Ouais, complètement, complètement. Et je pense que faut vraiment remettre l'église au centre du village, de se dire, ben, en fait, ce qui compte avant de parler compléments, protéines, créatine, tout ça, c'est déjà avoir une alimentation correcte. Et comme tu dis, sur le papier, c'est rien de compliqué, hein. C'est manger des choses de saison. Anthony le dit très bien. Et aussi se dire que voilà, on prend des aliments un peu plus de qualité. Et au final, le gros problème des aliments ultra transformés, c'est que c'est des bombes caloriques qui te rassasient pas du tout. Donc, quand t'as pris ta canette de coca qui t'a envoyé Ah ouais. 250 calories et que t'as encore faim derrière, mais en fait, c'est pour ça que tu finis par prendre du poids. C'est que t'es forcément en surplus calorique à partir du moment où ton alimentation se compose de produits comme ça. Bien sûr, mais ça va très, très, très vite. En fait, on se rend pas compte, mais ça va super vite. Tu manges, je sais pas, tu manges un burger. Je me souviens que j'avais été à Burger King en 2010-2011, ça n'existait pas en France, en Allemagne. Mais j'ai mangé que 2 fois dans ma vie, hein. Et je me souviens, il marquait les calories à l'époque. Donc tu vois, personne ne le marquait. Et je sais plus ce que j'avais pris un truc. Et je vois 1200 calories. J'avais mangé en 5 minutes le truc. Je m'étais dit, waouh, 1200 calories. Incroyable. On revenait du FIBO avec mon pote Raph. Et j'ai dit, putain, mais c'est incroyable. 1200 cales, quoi. T'avais rien mangé. Et là, tu comprenais, bah ouais, forcément, t'en manges deux parce que t'as un peu faim. T'as à 2500 calories. T'as déjà, pour la plupart des gens, consommé trop de calories par rapport à ce que tu fais, quoi. Mm. Donc c'est sûr que tu vas grossir. C'est sûr que tu vas faire du gras, à moins que tu sois très jeune, doué, voilà. Mais sinon, c'est souvent ce que je dis aussi aux gens, faut tout faire pour pas devenir gras. Parce qu'une fois que tu as été gras, on revient aux cellules graisseuses, tout ça, c'est très, très, très difficile de lutter contre ça. Parce que ça impose une vie de restriction. Tu étais moins libre de tes choix alimentaires, tu peux moins faire d'écart, entre guillemets, tu peux moins être dans la sociabilité, si on associe ça aux grosses bouffes, aux bouffes de morts vivants, on va dire. Et donc, ouais, il faut vraiment faire gaffe à pas devenir gras parce que ça joue contre toi, quoi. Ouais, et puis tu vas commencer à déréguler aussi un peu ton système hormonal par aromatisation euh, de tes androgènes, tout ça, et ça va être Ah ouais, ouais, un vrai c'est pas problème. pour rien que de plus en plus de gens deviennent diabétiques. Il y a de plus en plus de problèmes de thyroïde aussi. Plus de gens, ça. Mais les androgènes, on n'en parle plus. Combien il y a de gars que tu peux voir qui sont qui ont une gynécomastie ou tu vois, tu te dis mais attends, ou qui sont skinny fat, encore une fois, qui ont du gras vraiment localisé autour des hanches, tout ça. Tu te dis mais ouais, en fait, alors après, il y a une part de responsabilité, forcément. Mais une part pour moi qui n'est pas responsable, c'est que la société fait tout Mm. pour, encore une fois, te faire consommer ça, te fait des belles pubs, même l'eau que tu bois du robinet est remplie de saloperies. Donc aujourd'hui, on va pas dire que tout est fait pour que tu ailles mieux. Tout est fait pour que tu perdes, encore une fois, au détriment de ceux qui gèrent ces flux. Donc, tu vois, on te met le paquet de gâteaux hyper appétissant, tout ça, nanana. Ça s'appelle du poison. C'est comme la cigarette, on devrait marquer manger ces gâteaux tue. Mais on te le dit pas. Et quand tu le dis, on te dit bah non, mais t'es extrême, tout ça. Non, ça s'appelle du poison. Mais on te le dit pas parce que ça génère beaucoup d'argent, et puis il y a des gens derrière, des intérêts financiers, et puis il y a sans doute des pots de vin, des trucs. Et manger ces gâteaux tue. Manger ces gâteaux donne le cancer. Manger ces gâteaux ne te fait pas du bien, va te faire devenir diabétique. Euh, Bref, mais ça, on veut pas te le dire, donc on le dit aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors, quand cet épisode sera sorti, il sera déjà sorti aussi fin décembre. Il y a un épisode justement sur le diabète avec le professeur Renard et c'est super intéressant parce que pour le coup, même moi j'ai appris un peu plus sur le sujet. On se rend compte que le diabète de type 2, il y a une grosse composante génétique transmissible des parents vers les enfants et qu'en fait, le diabète se déclare de plus en plus tôt chez les gens pour la simple et bonne raison que on réalise cette génétique-là qu'on nous donne. Tu Mais bien sûr, bien sûr. On dit qu'il y a une part génétique et d'épigénétique. Des fois, on essaye de se convaincre que l'épigénétique, les bonnes habitudes, tout ça vont t'aider à lutter contre ta génétique, mais il n'empêche que si c'est inscrit dans tes gènes et dans tes gènes qui s'expriment, Mm. qu'en plus, le début de ta vie est géré par des personnes qui n'ont pas les bonnes habitudes et qui t'empoisonnent, bon bah voilà, comme on dit, c'est les premières années de vie qui font quand même beaucoup du bonhomme.
en fait, t'es un peu roulé, quoi. Et donc après, bah, tu subis les mauvais choix des personnes. Bon, moi, je suis un peu dur là-dessus, mais je pense que, et je le redis parce que j'en ai déjà parlé, il faudrait un permis de faire des enfants, en fait. Non, mais c'est vrai parce que tu as beaucoup de gens qui sont. Moi, je parle avec beaucoup de profs. J'ai beaucoup d'élèves qui sont profs en collège, en primaire, au lycée, tout ça. Et voilà, et qui voient des parents pas du tout investis, et des enfants en surpoids, et, euh, et tout ça, ça tombe pas du ciel. Tout ça, ça- faire des enfants, ça implique une responsabilité. Déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'enfant, qui aujourd'hui est complètement absente, quoi. Car pour beaucoup, je fais une généralité, mais pour beaucoup de ce qu'on voit, là, j'ai encore des anecdotes, c'est incroyable, hein. Ouais. Je sais pour le permis, mais je sais pas qui va le donner, c'est ça le problème. Et même pour le sujet, tu vois, si on extrapole encore plus que l'alimentation, les écrans, tout ça, j'étais avec un pédopsychiatre hier, justement, et qui m'expliquait que, voilà, il y a des études qui ont prouvé que le temps d'exposition aux écrans dans l'enfance présageait du QI futur de l'enfant. Et en fait, te dire que tu rends ton enfant bête parce que tu as envie de le laisser devant son écran, devant la télé ou tout ça, c'est quand même problématique. Mais bien sûr, parce que là, je parlais avec une prof qui donne cours en CM1, CM2. Elle me disait, elle prend les téléphones à chaque début de cours. Et quand elle demande aux élèves qu'est-ce qu'ils ont fait durant le week-end, bah, ils ont joué aux jeux vidéo pendant des heures et des heures. Et en fait, c'est ça, en fait, la vie de la plupart. Je sais pas, toi, quand tu étais gamin, bah, on a une génération d'écart. Mais en fait, tu lisais un peu de bouquins. La console, j'ai joué un peu, mais pas tant que ça. T'allais dehors, je jouais au foot avec mon frère ou quoi. Quand j'étais chez mon grand-père, bah, on faisait 2 sessions de sport dans la journée, tu vois. Mais c'était même pas des sessions. On jouait au ping-pong, on jouait au foot, on jouait à la muscu. Tu vois, jamais statique, tu joues un peu à la console. Mais tu joues 1 heure et puis t'en avais marre. Aujourd'hui, tu bien, comment on appelle ça, là? L'e-sport, toi. L'e-sport, Mm. ça s'est développé. Il y a des teams, il y a des millions des gens qui regardent les autres jouer, tout ça. C'est, pour moi, ça me dépasse. Ah, mais bon, ça part aussi du postulat que beaucoup de gens préfèrent vivre par procuration et voir ce que font les autres plutôt que de vivre leur vie. Et quand on en est là, tu vois, tant qu'on starifie des gens qui font des choses, bon, qui ne devraient pas, à mon avis, c'est mon avis, seulement mon avis, mais être mis sur le devant de la scène, on en est foutu de toute façon. Ouais, complètement. Et je me posais la question aussi, quand je préparais un peu l'épisode, toi, du coup, ça fait, je sais pas, que 20 ans quasiment que tu coaches. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu as vues? Enfin, ou que tu vois se répéter d'année en année et que tu te dirais, bon, si il y a des gens qui veulent débuter la musculation là qui nous écoutent, faut vraiment pas qu'ils fassent ça. La plus grosse erreur des psychologiques, c'est d'avoir des objectifs qui sont pas du tout corrélés à ce que tu peux faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup la mode de l'athlète hybride qui est super fort en cardio, qui court comme un lapin, qui fait du vélo, qui fait la muscu, qui est hyper souple. Et puis les gens, ils viennent, ils disent, ouais, moi je veux ça. Et puis j'aurai la disponibilité 3 fois 1 heure. J'écoute, ça va pas être possible. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Et souvent, on en revient à l'apparence. C'est le physique, moi je veux être bien physiquement. Et effectivement, ça me paraît bien. Ensuite, bah, comme on a dit, c'est vouloir aller plus vite que la musique. Tu vois, tu as 3 fois 1 heure, et puis tu veux progresser hyper rapidement. J'ai un élève que je suis que sur la diète, et chaque semaine, il m'écrit, il me dit, ouais, ça va pas assez vite, le plus dur, c'est vraiment la diète, tout ça. Et j'ai beau lui expliquer 100 fois que il a la quarantaine, à 40 ans, si tu prends 1 kilo par an, donc c'est-à-dire 150 grammes, 100 grammes par mois, même pas. Alors après, il y a des moyennes à faire à réguler, mais je dis, ce sera bien. Il prend 500 grammes, il me dit, ouais, ça va pas assez vite, je comprends pas, c'est pas normal. En fait, on a une mauvaise perception de ce qui est possible, et donc on est hyper pressé et on se rend pas compte que, en fait, ça va pas se faire. Qu'il faut se donner les moyens, quoi. Tu vois, on en revient encore une fois à ce premier point, c'est vraiment ça. C'est que, comme on voit des exceptions de plus en plus sur les réseaux, tu vois, je parlais des crossfiteuses ou certains athlètes hybrides, ce qui est intéressant pour voir jusqu'où l'être humain est capable d'aller, souvent avec dopage, il n'empêche que c'est pas ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, pour mon exemple, je suis musclé, je suis fort et je cours plus ou moins vite. C'est parce que pendant longtemps, j'ai fait que de la muscu et qu'aujourd'hui, je fais moins de muscu parce que je cours et parce que je fais du kayak et ceci. Et donc, ça fait de moi un athlète hybride au sens strict du terme, mais parce que il y a eu différentes étapes et différents moments où j'étais plus ou moins à fond sur certains trucs. Tu vois, mais on a ce truc de tout le monde veut tout à la fois. Je dirais prendre son temps et essayer de pas griller les étapes, tu vois. Je l'ai beaucoup vu en préparation physique. À un moment, j'étais pas mal dans le milieu du kayak et je voyais les mouvements qui étaient faits n'importe comment et je voyais les entraînements, les planifs, tout ça. C'était affreux, quoi. Tu te disais, mais c'est pas possible de s'entraîner comme ça. Et en fait, il avait grillé toutes les étapes. Il n'y avait jamais eu cet apprentissage technique. Personne ne pouvait le faire parce que, voilà, c'est un milieu qui était pas très ouvert. Les techniques utilisées, bah, c'est nimp. Fallait soulever le plus lourd possible. Donc, tu avais beaucoup de développé couché en levant les fesses, tu vois, des tirages qui ressemblaient à rien, des tractions, des destructions, tu vois, d'épaule ou vraiment des trucs de fou. Et ouais, en fait, on veut trop griller les étapes. On veut pas se laisser le temps parce qu'on pense que
que c'est demain que ça se joue, alors que c'est pas demain. En fait, la vie paraît courte, mais elle est pas si courte que ça et elle est quand même assez longue. Ouais, et puis le but, c'est de la vivre longtemps et en bonne santé, quoi. Et pas forcément. Voilà, mais sauf que la santé ne devient un souci que quand tu l'as plus. Alors que, bah, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait de prévention, mais c'est pour ça que, ouais, faut vraiment être dans ce truc de, ouais, c'est, pas comment dire, mais encore une fois, essayer d'avoir un entraînement, et c'est tout le travail que j'essaie de faire, c'est un entraînement qui est orienté aussi bien sur la progression que sur la longévité, essayer de mixer les deux, tout en sachant que la recherche de la performance n'est pas la santé. La dernière fois, j'écoutais Stéphane Diagana en podcast, on me dit, ah, tu aimerais pas recourir tout ça, du 400 et tout ça? Il dit, bah, je peux pas, il dit, si j'accélère, je me pète tout, quoi. Donc voilà, faut aussi se dire qu'il y a un âge pour tout, et que, en fait, ce que tu peux faire maintenant, c'est sans doute pas ce que tu pourras faire à terme aussi. Et bon, après, moi, j'ai la chance, entre guillemets, les opportunités de coacher des gens qui sont dans ma thématique, ou voilà, qui veulent se transformer, mais pas se détruire, et voilà, qui ont déjà perdu pas mal de temps sur des choses. Et donc, je m'amuse comme un fou. Et un des derniers points que je voulais aborder, c'était cette idée de progression. C'est vrai que la progression, je la trouve quand même très satisfaisante au début, que tu commences l'entraînement en hypertrophie, ou même quand tu reprends après une longue pause, et comme j'ai pu faire plusieurs fois, où tu te remets à reprendre un physique correct ou autre. Est-ce qu'on peut progresser éternellement ou pas? Et justement, est-ce que à un moment donné, si on veut progresser éternellement, on n'est pas obligé de tomber dans le dopage? Ouais. J'ai envie de te dire, tu peux toujours progresser, et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est jusqu'où tu es prêt à aller en termes d'investissement de temps. Jusqu'où tu vas aller. Je te donne un exemple, quand j'étais vraiment au top physiquement, c'était 5 fois 3 heures. Tu vois, une séance, c'était 3 heures. Moins de 3 heures, il n'y avait pas de séance. Tu vois, le temps que je commence, je fais un exo, je prends des longs temps de récup, tu forces. C'est hyper long. À un moment, tu arrives un peu au bout de ça. Bah, au début, tu démarres, tu fais des séances 30-45 minutes. Après, tu fais 1 heure, tu fais 1h15, 1h30. Puis après, tu es là. Moi, on peut dire que j'étais semi-pro, tu vois. Je suis semi-pro, entre guillemets. Donc, bah, tu fais ton truc. Et puis à un moment, ça monte, ça monte, ça monte. Puis tu stagnes avec ça, tu dis, bon, tu sais, tu te réveilles, tu dis, bon, est-ce que je vais passer 4 heures par jour à la salle, tu vois? Entre l'échauffement, les étirements, tout ça. Et donc, tu sais, je me suis dit, bah non, pour moi, ça n'a plus trop de sens. Donc, j'ai préféré ralentir et faire d'autres activités. Mais c'est plus ça qui va te limiter. C'est jusqu'où tu es capable euh, bah, de t'investir et de forcer à chaque séance. Parce que plus tu progresses, plus l'intensité et l'intention que tu dois mettre doit être importante. Au début, où tu peux faire un mouvement sans trop penser à ce que tu fais. À la fin, il faut que vraiment que tu sois dans le flow, dans ce que tu fais. De plus en plus dans cette société, j'ai cette sensation que de moins en moins de personnes sont capables d'être régulières et constants. Tu vois, la consistance, je sais pas si ça se dit, en anglais on dit consistance, Oui, ça aussi. celle-ci, ouais, moi je Ouais, me fais avoir aussi. ouais, Constance, je ouais, dirais plutôt. c'est la constance. Ouais. On a du mal à être constant, tu vois, et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et la muscu n'y échappe pas. Et donc, en fait, bah, ils n'y arrivent pas à avoir cette constance. Ah, donc, si t'as pas cette constance, tu peux pas progresser de manière infinie, mais sinon, tu peux toujours. C'est juste qu'à un moment, tu vas commencer à vieillir, tu vas sentir que tu as plus d'effets négatifs que positifs sur certains mouvements, que tu peux compenser avec plein d'autres choses. Donc, en faisant de la mobilité, en faisant des étirements, en faisant des massages, en faisant des saunas, en faisant plein de choses pour améliorer ta récup. Et à la fin, tu dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de toujours chercher à continuer à progresser? Parce que le temps que ça me prend pourrait être utilisé à autre chose et que j'ai envie de faire autre chose. C'est plus ça qui te limite. Alors après, le dopage, oui, mais là, on tombe sur un truc un peu plus pathologique, où on est vraiment dans la comparaison à autrui. Souvent, celui qui se dope, bah, c'est celui qui est pas fait pour être champion, qui a rien à gagner. Ça, c'est un truc vraiment très égocentrique. Alors la société est devenue très individualiste, et donc tu as envie d'être... c'est un égo trip, quoi. Moi, ça me gêne pas que le gars qui est hyper doué se dope pour nous montrer de quoi est capable l'être humain. Voilà, c'est un spectacle. Ce qui m'ennuie plus, c'est le gars qui se dope, qui a pas le potentiel. On voit, voilà, il a pas le truc, il est pas dedans, tout ça, il se dope, un peu pour rien, et puis après, il va avoir des problèmes de santé, parce qu'encore une fois, ça va arriver, et qui fait supporter ça à toute la société, parce qu'on est quand même une société très sociale, en tout cas en France. Et ça m'ennuie un peu plus. Que, encore une fois, on revient à cette sorte de responsabilité, que la responsabilité soit passée, soit absente, complète. Donc ça m'ennuie un peu, mais sinon, non. Après, tu progresses. Naturellement, encore une fois, si tu t'entraînes vraiment à fond et que t'es constant, pas consistant, mais t'es constant, tu vas arriver à un physique de fou, en fait, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors après, fou, tout dépend où tu places ton repère. Si fou, pour toi, c'est Big Ramy, ah ouais, bah là, il y a très très peu de chance. Et tu le saurais déjà si t'allais être comme ça. Euh, mais ouais, non, si tu peux atteindre des super niveaux, mais encore une fois, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans et on surestime ce qu'on peut faire en 1 an. 10 ans d'entraînement vraiment intensif où t'es bien, tout ça, ça va faire quelque chose d'incroyable. Peu de personnes sont capables de ça parce qu'aujourd'hui, ils sont happés par
je veux être un athlète hybride, je veux dans la vie, je veux jouer aux échecs, je veux jouer aux dames, je veux jouer au poker, et puis je veux apprendre 8 langues, et puis je veux faire le tour du monde, et puis je veux faire telle rando, et puis je veux faire du vélo, et puis je veux faire du parapente. Puis à la fin, bah, tu fais rien de tout, quoi. Tu fais un peu de tout, mais tu seras jamais bon dans quelque chose. Alors après, pareil, c'est un choix de vie, c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire, mais c'est vrai que moi ça m'est passé, mais à un moment, voilà, j'étais à fond et je me disais, voilà, plus, tu te poses même pas la question, tu fais parce que voilà, tu es dans ce truc de progression, mais c'est sûr que d'un point de vue santé, ça, c'est pas quelque chose à faire. Je pense que ça n'a pas trop de sens. Ça a plus un sens pour l'autodestruction, pour ton ego trip, quoi. Mais au bout d'un moment, normalement, avec les années, ça passe. Un espoir quand même. Ouais, normalement, ça passe. Ok, bah écoute, moi on a fait pas mal le tour. J'aime bien conclure toujours par les 5 conseils que tu pourrais donner justement à un débutant qui a écouté ça et qui se dit allez, j'ai envie de commencer la muscu. Quels sont les 5 conseils que tu donnerais dès maintenant? Franchement, très, très simple. Prends un programme adapté à ton niveau. Tu en as plein sur superphysique.org ou sur l'application SP Training. Il n'y a pas de honte à être débutant. On est tous nuls dans plein de domaines. Il faut avoir cette attitude du débutant. Tu vois, tu as l'ego qui est mal placé, tu dis, ah non, moi, je suis pas débutant. C'est pas grave d'être débutant. On est tous débutants dans plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs, on est nuls, hein. Franchement, t'es débutant, tu prends un truc pour débutant. Tu prends un programme pour débutant, souvent, ça va être un petit full body, 2-3 fois par semaine. Tu vas faire pendant quelques semaines. C'est très bien. Si tu as un peu de moyens, prends-toi quelques séances de coaching avec un bon coach pour apprendre les mouvements. Ah, c'est hyper sous-estimé. Vraiment, apprendre les mouvements, la bonne technique dès le début, c'est primordial. Vraiment, c'est un game changer, comme on pourrait dire. Tu gagnes un temps fou. Et quand je dis la bonne technique, c'est la technique un peu académique. On s'en fout qu'elle soit adaptée, pas adaptée. Déjà, voir. Mais ça, voilà, ça, c'est hyper important. Bah, je sais pas comment tu manges, mais essaye de manger ça, de mieux sélectionner tes aliments. Te prends pas la tête avec des détails sur la fenêtre anabolique, comme certains m'écrivent des fois. Mange ça plusieurs fois dans la journée. Pense que tu es le reflet de ce que tu manges aussi. Si tu bouffes, je sais plus, tu bouffes que des burgers, bon bah voilà, on sait très bien comment ça finit. Tu vas finir massacré, quoi. À moins que ce soit des burgers que toi tu fasses et que c'est toi qui fasses le pain, etc. Donc 3, 4, je dirais mieux vaut en faire moins que trop. Je reviens là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Et c'est un truc que j'appliquerai plus tôt, même si je l'ai pas mal appliqué, mais j'appliquerai plus tôt. Enfin, c'est toujours facile à dire, c'est ne sois pas jaloux d'autrui, ne te compare pas aux autres, mais plutôt sois inspiré par ce que font les autres. Que les autres, ce qu'ils font, te motive, plutôt que te pas se ressentir de la jalousie ou de la frustration. Mais ça c'est assez difficile. Et je pense que le dire ne suffit pas pour l'intégrer. Il faut le vivre. En général, bah, les années font que tu vas l'accepter et que tu vas le vivre et l'intégrer. Ouais. Parfait. Écoute, c'est un très beau message de fin. Tu peux redire un peu tes réseaux, là où on peut te retrouver aussi En ce moment, je mets 3 reels par semaine sur Instagram. Donc, c'est Rudy Koya SP. Donc, des petits reels. Je m'amuse un petit peu. Je vais en retourner bientôt. Donc, je sais pas quand sort la vidéo, mais voilà. Je teste plein de trucs pour m'amuser. Il y a mon site superphysique.org sur lequel vous allez retrouver les compléments alimentaires, notamment bio, l'application SP Training, les forums, les articles. Il y a mon site rudykoya.com. Pareil, coaching à distance, livres, formation. J'envoie mes petits livres chaque semaine de manière dédicacée. Et puis, je vais m'arrêter là parce qu'après, si vous tombez là-dedans, vous découvrirez tout ce que je fais d'autre et ça suffira largement. Voilà. Ok, super. Bon, bah écoute, je clôture juste l'enregistrement, puis on se garde 30 secondes après. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.